Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025 du FC Copain. Alors aujourd'hui, pas d'analyse au programme, encore que, ça va être des pronostics. On va essayer de déterminer ensemble quelle va être la surprise, le flop, le meilleur buteur, la découverte et bien évidemment le vainqueur de la future Cannes 2025. Alors dans cette vidéo, vous allez voir Serge, Reda et Chris. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir tout le monde en même temps, mais c'est assez intéressant d'avoir l'opinion de chacun à quelques heures du début de la CAN. Donc, on débute avec l'entrée de Reda, Chris et Serge. Ça va, vous êtes en forme à quelques heures du début de la CAN? Ouais, impatient. Attends, hein. C'est long. Ben, c'est long, mais il y a de la confiance chez Reda, le supporter marocain, et chez Chris, le supporter ivoirien. Ouais. En vrai, ouais. Hein. Après la dernière sortie médiatique de Regragui, franchement, on voit qu'on est en confiance. Hein. Ils ont dit pas d'influenceurs dans les gradins, on veut que des supporters, on veut que des vrais supporters. Et tu penses que ça va être suivi des faits ou il va pas y avoir une grosse pression XXL sur le Maroc avec peut-être certains supporters qui vont peut-être être très exigeants, peut-être, non? Non, en vrai, je pense que là actuellement, la pression qu'on a, c'est de la bonne pression. C'est pas, on n'a pas de peur ou de stress. Là, c'est juste de l'excitation. On attend de commencer et on a vu les supporters marocains comment ils sont. On sait que là, tout le monde est derrière l'équipe nationale et on peut que avoir un gros tournoi de l'équipe du Maroc. Franchement, j'attends que ça. De la confiance. Et chez le tenant du titre, comment on est à quelques heures du début de la CAN? Non, de la confiance. Franchement, de la confiance. En plus, on n'est pas le favori numéro 1, donc nous, ça nous va. Ouais, ok, c'est plus mesuré. C'est plus mesuré chez le tenant du titre. On sent que, bon, ok, on est tenant du titre, mais il n'y a pas l'air d'avoir une confiance ouf. Alors que, Sinon, c'est pas qu'il n'y a pas de confiance, mais il y a toujours plus de confiance, de pression sur le pays organisateur. Surtout le statut que le Maroc a sur cette année. Donc voilà. Il est pas bête. Il refile la pression. Il refile la pression au pays organisateur comme ça. C'est bon, on est tranquille. Nous, on peut faire notre petit bonhomme de chemin. À voir si ça va, si ça pourra refaire 2023. Après, dans les scénarios, je pense pas. Je pense que scénario 2023, je pense qu'on pourra pas avoir mieux que ce qu'on a eu avec la Côte d'Ivoire. Je pense. Ouais, comment ça s'est passé avec le changement de sélectionneur et tout. Si ça arrive vraiment. J'aimerais bien, franchement, pour le storytelling, mais je pense qu'on ne reverra plus jamais ça. Hein. Bah là, c'est vrai que là, si tu me dis que le Maroc vient à remporter la CAN 2025, mais Regragui, il sort au milieu du tournoi, c'est. Et si tu ajoutes en plus à ça, ce qui était assez ouf avec 2023, c'était les scénarios. Parce qu'après, tu as les scénarios de match. Le match contre le Mali, par exemple, mais vas-y, c'est complètement fou, tu vois. Donc, ils ont mis la barre haut, quand même. Ils ont mis la barre haut, les Ivoiriens, dans gagner une CAN avec un scénario incroyable. Bon, maintenant, l'important, c'est de la gagner. L'important, c'est de la gagner. Je suis avec Serge. Salut, mon copain. Comment ça va? Salut tout le monde. Ouais, ça va très bien. Je suis allé me faire beaucoup la CAN, tu vois. Ah ouais, j'avoue, là, t'es tout beau, donc là, t'es prêt pour. On a dit qu'on faisait pas d'analyse, mais t'es prêt pour la CAN extraordinaire du Cameroun? Oui, la CAN surprise du Cameroun, tu vois. comme ça, si on se montre. Oui, la surprise. Elle peut être la sortie au premier tour, ou alors carrément, ça fait dernier carré, voir la finale, voire même au bout. Mais juste pour que les médias français arrêtent de nous casser les pieds avec ils se mettent à soutenir Marc Brice, le mec qui connaissait pas il y a 2 ans, c'est un coach maintenant il est bien. Enfin bref. Bon bref. Et juste pour ça, il faudrait qu'on arrive quand même en quart, tu vois. Parce qu'ils ont dit que si on fait 8e, c'est un miracle. Bon, enfin bref. Bon, ça c'est le cœur de supporter. Mais oui, après, on sait très bien le poids du Cameroun, on les connaît. On les connaît en Afrique et on sait très bien qu'ils sont craints aussi par une bonne partie des sélections. Donc,
l'œil français sur le poids du Cameroun en 2025, je suis un petit peu dubitatif. Donc on va attendre de regarder les matchs. Mais nous, comme j'ai précisé dans le début de l'intro, bah on va essayer de déterminer ensemble les potentielles grandes lignes de la future CAN 2025. On va se prendre un petit peu pour des Nostradamus. Bon, alors je vous propose la première catégorie. Alors la première catégorie, ça va être la surprise. La surprise de la CAN 2025. Alors je précise, quand je dis surprise, ça peut être soit une équipe, soit un joueur ou un fait particulier, mais bon, je pense qu'il y a plus de chances pour que ça soit une équipe ou soit un joueur. Donc, allez, je vais commencer par Reda. Reda, pour toi, qu'est-ce que c'est la surprise de la CAN 2025 ? Moi, la surprise, c'est un joueur. Et c'est un joueur de chez nous en plus, que peut-être ceux qui suivent la Serie A le connaissent. Mais je pense que là, c'est son premier tournoi avec le Maroc. Il a récemment été naturalisé chez nous. C'est El Ainaoui. Et je pense que ça va être la surprise du tournoi dans notre milieu de terrain. Parce que il a toutes les qualités, et on l'a vu sur les derniers matchs du Maroc, il a été vraiment, ça a été un des éléments forts de ce milieu de terrain là, et je pense que il s'est vite adapté au football, au style de foot africain, etc., et même à l'équipe du Maroc, et je pense que ça va être si ce n'est le meilleur joueur de notre équipe, et pour beaucoup qui ne le connaissent pas ou peu, je pense que là ils vont vraiment découvrir un joueur qui est très très intéressant. Ok, parce qu'après, oui, on le connaît, hein. On l'a vu en Ligue 1 et ça fait un petit moment maintenant qu'il a débuté sa carrière. Mais donc en gros, tu essaies de me dire que ça va être le joueur majeur de la sélection marocaine au milieu de terrain. Ça va être lui le milieu de terrain de référence du Maroc. Je pense que ouais, honnêtement, j'ai hésité avec Ounahi parce que Ounahi aussi c'est très solide ce qu'il propose avec le Maroc. Mais El Ainaoui, j'ai été choqué de la rapidité d'adaptation qu'il a eu, et je me dis que là pour son premier tournoi majeur avec le Maroc, il a vraiment une grosse carte à jouer. Et je pense que ça va vraiment être cette surprise, la surprise de la compétition. Ok. Bon, Chris, pour toi, la surprise. Moi, je vais choisir une équipe. C'est un joueur, c'est quoi ? Non, moi, je vais choisir une équipe. Ouais. Pour moi, ça sera l'Angola. Pourquoi l'Angola ? Parce que déjà, ils ont changé d'entraîneur. J'ai regardé, c'est Patrice Baumel. J'ai vu leur dernier match contre le Cameroun. Franchement, ils ont failli gagner le Cameroun à domicile. Et là, quand je regarde leur carré, en 8e, ils peuvent tomber contre le Nigeria. Donc, je pense que s'ils tombent sur le Nigeria, ça peut sauter face à ils peuvent sauter s'ils tombent sur eux. Ouais, je pense. Parce que là, pour le coup, l'Angola, on va être très clair. Reda, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, l'Angola, j'avoue, ça fait partie des. C'est même pas des outsiders. Je les vois vraiment très très loin. Je les vois partir de loin. Oui. Bien sûr. Mais moi, je suis convaincu que Patrice Baumel, c'est un bon tacticien. On l'a eu en Côte d'Ivoire. Et il a gagné la CAN avec Hervé Renard, avec la Zambie. Donc voilà. Avec la Côte d'Ivoire, il avait une génération qui était en transition. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu performer. Mais quand il est venu en Côte d'Ivoire en 2015, quand on avait une bonne équipe, on a gagné la CAN avec lui, tu vois. Mais il est quoi ? Il est l'adjoint de Renard. Il était l'adjoint d'Hervé Renard. Ok. Donc c'est quoi ? C'est quart de finale ? Toi, tu vois quart de finale pour l'Angola avec possible quart de finale. Ouais. Possible quart de finale. Ouais. Ok. Bon, là pour le coup, je l'avais pas vu venir celle-là, l'Angola. Et pour moi, les copains, alors, c'est une surprise, mais à moitié. Mais c'est que je vois la RDC en finale. En finale ? Ouais. Moi, t'as regardé leur tableau ? J'ai regardé le tableau. C'est compliqué, hein. Je les vois faire un parcours de dingue. Par contre, s'arrêter en finale, je dirai plus tard contre qui je les vois s'arrêter. Mais pour moi, je vois la RDC. Je pense qu'ils sont. C'est pas l'équipe la plus talentueuse. Tu les vois premier du groupe ? Pour moi, il va y avoir un match nul contre le Sénégal et ça va jouer après sur le reste. Non, mais si tu les vois en finale.
T'as regardé le tableau. Ouais, au niveau du comment ça va avancer après les Si t'as regardé le tableau, tu t'es dit, ouais, s'ils finissent deuxième, voilà leur tableau, ils peuvent aller en finale. C'est ça ou pas? Je vais te dire, je suis parti plus sur le fait qu'ils peuvent arriver à gratter la première place en faisant le match nul contre le Sénégal. Ouais, je vois. Et donc ils finissent Ils ont qui premiers, en avant ils jouent Ah, mais je vois le tableau du adversaire Sénégal. potentiel s'ils terminent premier. Bah, dis-moi Chris parce que tu as l'air d'être mieux. S'ils finissent premiers dans le groupe du S'ils Sénégal, finissent premier, ils tombent sur un meilleur troisième du groupe F, le groupe de la Côte d'Ivoire. Donc ils peuvent donc tomber potentiellement un Gabon. potentiellement Gabon. Potentiellement. Voilà. Moi, je vois le Gabon le troisième. Gabon, Donc, après, ils sont dans le carré de la Tunisie et le Mali. Donc, il peut y avoir quart de finale, soit Mali, soit Tunisie. Pour moi, ça passe. Mais Moi, c'est- après, demi-finale, Oui, c'est compliqué. ils peuvent tomber sur la Côte d'Ivoire. Ah oui, bah non, mais de toute façon, après, on va pas se mentir. Hein, si je les vois aller en finale, c'est qu'à un Ils moment affrontent donné, un gros en demi. Ah Ouais. oui, tu vois, tu peux pas arriver en jouant que le Botswana et le Soudan. Ça, c'est évident. Tu vas être obligé de jouer. Mais pour moi, après, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une demi-surprise. C'est-à-dire que la RDC, on en a parlé ensemble, Chris, ça reste un outsider, ça reste une équipe intéressante qui peut peut-être en plus se qualifier pour le Mondial 2026. Donc, c'est pas non plus un no-name. Mais par contre, les voir arriver en finale, je pense que oui, c'est une surprise. Donc, pour moi, c'est la mienne. Je vois la RDC. Et Finale, c'est je t'ai beaucoup. répondu un peu. Je les vois vraiment accrocher le Sénégal sur un match, arriver à faire le match nul et arriver à faire la différence sur les autres matchs, les deux autres matchs de poule et finir par être premier comme ça. Okay, Moi, perso, j'aurais dit demi-finale comme en Côte d'Ivoire. Mais finale, ça me paraît beaucoup parce que quand même, à partir des demi, tu joues une grosse équipe, comme il a dit Chris. Demi, si ça se passe comme si c'est ce scénario-là, tu joues la Côte d'Ivoire sur un match, ça me paraît compliqué. Hein. Après, en plus, moi, ça reste possible, hein, parce que moi, je sur ne un match, vois pas sortir la Tunisie aussi facilement. non, quand même, la Tunisie, je pense que ça va être compliqué cette édition-là. En terre, on n'en a pas parlé, Afrique mais du c'est Nord. vrai qu'ils ont fait aussi un truc assez ouf, les Tunisiens, c'est qu'ils ont fait la campagne de qualif, ils ont pris 0 but. Je sais pas Ouais, si c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ils prennent 0 but, donc après, on le sait très Ça bien. fait Les 0-0 Tunisiens, contre le Brésil, je crois. c'est toujours compliqué à jouer et tout ça. Et c'est plutôt offensivement que ça pêche dans les matchs. Mais là, défensivement, il semble vraiment opérationnel. Donc, tu as peut-être raison. Peut-être que face à la Tunisie, la RDC viendra à choquer. Mais voilà, pour moi, c'est ma surprise. Après, c'est ce que tu dis, ça a du sens, hein, parce qu'ils ont affronté beaucoup de grosses équipes ces 2 dernières années. Ils ont même affronté là, la Côte on a d'Ivoire, parlé aussi, le que ça soit le Nigeria. Cameroun ou le Nigeria Cameroun. à sortir en barrage du mondial, c'est pas rien, tu vois. C'est pas, ouais, franchement. Donc c'est pour ça que je parle là-dessus. Bon, je suis avec Serge. Salut mon copain. Comment ça va? Salut tout le monde. Ouais, ça va très bien. J'allais me faire beau pour la canne, tu vois. Ah ouais, j'avoue, là, t'es tout beau. Donc là, t'es prêt pour. On a dit qu'on faisait pas d'analyse, mais t'es prêt pour la CAN extraordinaire du Cameroun? Oui, la canne surprise du Cameroun, tu vois. comme ça, si on se montre, je dis oui, canne surprise. Elle peut être la sortie au premier tour, ou alors carrément, ça fait dernier carré, voir la finale, voire même au bout. Mais juste pour que les médias français arrêtent de nous casser les pieds avec ils se mettent à soutenir Marc Brice, tu es le mec qui connaissait pas il y a 2 ans, c'est un coach maintenant il est bien. Enfin bref. C'est le. Bon bref. Et juste pour ça, il faudrait qu'on arrive quand même en quart, tu vois. Parce qu'ils ont dit que si on fait 8e, c'est un miracle. Bon, enfin bref. Bon, ça c'est le quart de supporter. Mais oui, après, on sait très bien le poids du Cameroun, on les connaît. On les connaît en Afrique et on sait très bien qu'ils sont craints aussi par une bonne partie des sélections. Donc, l'œil français sur le poids du Cameroun en 2025, je suis un petit peu dubitatif. Donc, on va attendre de regarder les matchs. Mais nous, comme j'ai précisé dans le début de l'intro, bah, on va essayer de déterminer ensemble
les potentielles grandes lignes de la future CAN 2025. On va se prendre un petit peu pour des Nostradamus. Donc, je vais te proposer au départ, mon copain, la première catégorie. On va pas aller tout de suite sur le vainqueur. Je vais te demander pour toi, ça va être quoi la surprise de cette CAN 2025. Donc ça peut être une équipe, je répète, ça peut être une équipe, un joueur, un fait par exemple qu'on imagine. Donc pour toi, spontanément, surprise de la CAN 2025, c'est quoi? L'Algérie qui fait dernier carré. Ah ouais, ok. Ouais. Ok. Ouais, ça c'est pour les millefeuilles, tu vois, pour qu'ils gèrent un peu depuis 2019. Non, tu vois, voilà. Ils sortent pas ça. Ils sont super susceptibles. C'est pas grave, c'est cadeau. Comme ça, ils pourront venir sur les réseaux. J'ai dit, vous faites dernier carré, donc calmez-vous, prenez du thé comme moi. Hein. Oui, c'est vrai. Là, pour le coup, j'avoue, tu leur fais une passe décisive, tu vois le dernier carré pour eux, donc franchement, tu vas pas en mode belliqueux. Pas de problème. Mais vraiment, tu penses qu'ils sont en capacité de pouvoir aller choper le disons que c'est champion, non. C'est pour ça que je te dis dernier carré. Dernier carré, c'est pour moi, ils sont un peu dans l'ombre. Ils bossent mieux ces derniers temps, tranquillement, sans pression. Ils ont des joueurs dans des bons clubs. Voilà, ils sont pas sous le feu des projecteurs comme auparavant, hyper exposés. Voilà. Sous Belmadi, c'était plus, il y avait beaucoup plus de médiatisation et c'était plus compliqué. Après, il y avait eu la CAN 2019 qui forcément générait beaucoup d'attentes autour de lui. Là, il y a moins d'attentes autour de l'Algérie. Disons que la CAN 2019 a été une révélation et derrière, il y a eu des attentes qu'il a fallu assumer et qui n'ont pas été faites parce que pression populaire dans un pays de foot, de taré de foot, plus pays d'origine de Zidane, hein, c'est pas comme si t'es tranquille chez toi, déjà t'es algérien, t'as la pression et en plus on te rajoute t'es le pays d'origine de Zidane, machin. Voilà. Après il s'est créé des ennuis tout seul, ouais. Donc toi ça serait pas par exemple la RDC qui va plus loin. Non, parce que moi qui va plus loin. Pour moi, la surprise, ça peut être la RDC dans cette compète et que la RDC, je vais pas te dire aille au bout, mais pour moi finale. Et c'était dernier carré déjà la RDC. C'est ça. Donc pour moi, ça serait quand même un cap supplémentaire et on va pas se mentir. C'est pas la première sélection auquel on pense quand on réfléchit à la CAN 2025 en finaliste. On pense peut-être plus au Maroc. Mais même pas. Hein, mais moi, j'ai encore regardé les matchs là, les matchs de barrage. Après, c'est symptomatique. C'est dans un. Moi, je trouve où c'est un peu révélateur, c'est qu'on est sur un terrain neutre. On est sur des pelouses sur lesquelles vont se jouer, donc des bonnes pelouses. Et pour moi, ça manque tactiquement, c'est très limité. Il y a beaucoup d'espace. Autant le Nigeria. Ils avaient pas un jeu de projection, c'est plutôt des longs ballons vers Osimhen, là c'était un peu très restreint et ils ont pas pu gérer l'événement. Autant contre le Cameroun, mais le nombre de boulevards que j'ai vu et j'étais là en mode mais le Cameroun est vraiment en train de se créer des occasions franches et c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Ouais. Et t'as Young, peut-être qu'il a juste 2 rassemblements avec l'équipe. Il a plus d'automatisme, il a moins de pression et les 3-4 occasions qu'il rate, il t'en met au moins une ou 2 au fond, tu vois, voilà. Moi, ce que j'ai vu, c'est une équipe qui peut être solide, mais au niveau des lignes, il y a trop d'espace entre les lignes, quoi. Voilà, c'est pas. On va être d'accord. Il y a de la qualité dans la sélection, dans l'équipe. Il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, mais l'ensemble te paraît un peu trop fragile. Fragile défensivement. Ouais, moi, je parle plus défensivement. Voilà. Moi, c'est défensivement où ils ont des problèmes. J'ai la même. Mais tu vois, la même sensation aussi. Mais je pense que, on va dire, porté par un élan collectif et par un truc un petit peu particulier d'une génération, ouais, je sais pas. Maintenant, évidemment, comme pour plein de sélections, évidemment, il va falloir voir le tableau une fois que tu passes le premier tour. Je pense qu'ils sortent du premier tour avec, même s'il y a le Sénégal. Je pense qu'ils sortent largement de ce premier tour. Par contre, derrière, faut voir contre qui tu tombes. Et évidemment, si tu tombes tout de suite contre un gros en 8e de finale, peut-être que là, tu puises derrière
dans tes réserves. Et peut-être que la RDC a pas ces réserves-là pour pouvoir. Et sachant que les gros, il y en a beaucoup. Hein. Tu peux tomber contre le Mali, c'est retour à la maison. Tu tombes contre la Tunisie ou l'Algérie qui bosse bien et qui ont certaines cultures quand même du jeu et tactique. Surtout ces derniers temps, c'est des pays qui bossent un peu plus tranquillement, sans pression médiatique, sans superstar, pour qu'on mette le focus sur eux spécialement. En France, je trouve, ça fait partie quand même des sélections dont on parle un peu plus. Parce que après, on va pas se mentir, hein, on en parle un peu plus parce que tu as des joueurs qui jouent en Ligue 1. Oui, c'est ça. Par amour du football congolais, c'est juste parce que tu as un Chancel Mbemba, tu as un Mouko qui joue à Lille, et tu en as plusieurs qui peuvent aussi te faire dire bon, ok, on va s'intéresser à cette sélection. Et tu as la diaspora congolaise qui est un peu plus émergente maintenant. Évidemment. Donc forcément, ça a un peu plus de poids. Donc moi, vraiment, tu vois, je vais pas. Il y a l'Afrique du Sud, je pense, qui peut faire un joli parcours. Il y a la Tunisie dont on n'a pas parlé. Et c'est vrai, c'est ça, Tunisie. Il y a fait aussi des éliminatoires vraiment assez dingues. Ils ont pris 0 but. Ils ont pris 0 but. Donc c'est ok. On connaît généralement le style tunisien. C'est pas un style très flamboyant, mais c'est généralement. C'est comme l'Égypte. Ouais. Et voilà. Et donc attention à la Tunisie parce que vraiment on n'en parle pas, voire très très peu. Et même sur la chaîne, on n'a même pas fait de débat dessus. Attention à la Tunisie parce qu'elle avance vraiment masquée comparé à plein d'autres sélections. Et comme je viens de dire, ça fait 0 but. Mais après, il a une culture de la loose ces derniers temps. Hormis 2004 où il gagne, là, si on peut parler de culture de la loose, elle a une vraie bonne culture du choc. Tu vois, c'est une équipe qui est là, qui tient, qui a des fondamentaux, qui joue bien au foot plutôt discipliné, qui peut jouer une touche à l'européenne. Mais 2004, ils gagnent parce qu'ils sont un peu à la maison et on balance les fumigènes quand ça ne plaît pas. Non, mais c'est pas méchant. Non, mais c'est pas méchant, mais il faut être honnête. 2004, ça s'organise bien. Ils ont une bonne génération. Et en plus, ils sont à domicile. Ils ont l'attaquant brésilien et en plus, ils balancent des fumigènes quand ça va pas dans leur sens. La dernière petite touche, c'est que c'est vrai que tu rajoutes Santos à cette époque-là dans cette sélection. Ouais, bon, j'avoue, ça peut bien coller. Ça peut bien coller et ça peut. Après, il avait joué à Espérance, tu vois, voilà. Oui, mais n'empêche que bon, la naturalisation qui se fait, je crois, en 2002 ou 2003, alors que la CAN est en 2004. Bon, on va dire que ça tombe bien. On va dire que ça tombait bien. Alors que Santos, il était en France, tu vois. Voilà, et que on le sait très bien, c'est un Brésilien né au Brésil et tout ça. Mais bon, allez, on va passer dessus. Donc voilà, si on regarde bien. Là, dans notre petit débat, on a 3 sélections à peu près qu'on donne. On a l'Afrique du Sud. Oui. Afrique du Sud, Congo, enfin RDC et Tunisie en 4. Tunisie. Après, sur les autres, ils sont peut-être dans d'autres catégories, peut-être. Après la RDC, ils sont plutôt dans la catégorie des équipes parce qu'ils étaient déjà des carrés dernièrement, qui sont plutôt outsiders, tu vois, déjà de base. Je sais pas. T'as raison, tu l'as précisé. Ils ont fait demi-finale, donc on peut plus considérer ça comme une véritable surprise. Par contre, j'insiste, si la RDC fait finale, ça reste pour moi quand même une surprise parce un exploit, oui. Au départ, ça reste, tu l'as dit, une sélection qui est peut-être fragile défensivement et dans lesquelles il y a peut-être des manques. Même le gardien, c'est peut-être pas parmi les meilleurs du continent. Donc, si ça va en finale. Pour moi, ça reste une jolie surprise. Moi, je les vois vraiment. Alors là, moi, je te confirme, vraiment pas. Même dernier carré, je pense qu'à moins d'avoir un tirage qui nous arrange dès les 8e ou les quarts, il y a un gros qui saute et tu te retrouves avec une opportunité. Je vois pas la RDC taper, même sur un match au Sénégal. Il est mené 2-0 tranquillement la dernière fois, ils se sont fait remonter à la maison. Voilà. Et du coup, leur stade porte bien son nom. Stade des martyrs maintenant, pas. Mais est-ce que depuis, justement, ils ont joué le Cameroun et le Nigeria, est-ce que derrière, on va dire, tu sais, comme c'est un peu l'histoire du foot, tu as retiré les enseignements de cette défaite, et est-ce que là, maintenant, ça va être intéressant, rejouer le Sénégal dans un autre contexte, pas à domicile, parce que peut-être qu'ils étaient pris aussi, tu l'as dit, peut-être la tension à domicile les a écrasés, en fait, et qu'ils ont
il y avait trop de poids sur eux à ce moment-là. Ils étaient en train de battre le Sénégal et se qualifier. Et comme ça arrive dans le sport, bah ouais, tu te vois gagner. Et au moment de te voir gagner, bah c'est difficile. Peut-être que les Sénégalais les avaient pris de haut aussi, tu vois. C'est un peu un mot on joue dans des grands clubs. T'as raison. L'effectif, normalement, l'équipe alignée par Papio, le sélectionneur sénégalais, oui, normalement, c'est meilleur du côté du Sénégal. Donc, t'as raison, peut-être qu'ils les ont pris un peu à la légère. Mais de l'autre côté, peut-être que la RDC a... Ils ont flanché, ouais. Ils ont flanché et que là, maintenant, les rejouer quelques mois après, sur terrain neutre, dans une CAN, moi, je te dis, vraiment, et de toute façon, je pense qu'on on va attendre le match, ça va pas être hyper simple. Ouais. Il peut être charnière pour eux, il peut les faire, il peut leur donner un déclic pour, en gros, on prend confiance en nos moyens et on peut aller faire un truc de fou. Maintenant, t'as raison, si ça perd contre le Sénégal, ouais, j'ai peur que... C'est logique. En même temps, Bakambu, il faudrait qu'il soit un peu plus efficace, tu vois. J'ai encore vu des petits ratés. C'est compliqué. Bon. Et t'as raison. Dans les fragilités, ok, il y a des joueurs de qualité à plein de postes, mais c'est vrai que le 9, c'est peut-être aussi ce qui te manque en RDC et que Bakambu, t'es beaucoup dépendant de lui. Et il te manque il prend de l'âge, hein. Et il te manque un Yohan Wissa qui est pas, il y a un Yohan Wissa qui est pas là, qui est à Newcastle. Et là, pour le coup, lui, il aurait pu te dynamiter un petit peu et te faire un c'est lui, c'est suite à sa blessure que c'est la débâcle contre le Sénégal. Dès qu'il sort, c'est fini, quoi. Il faisait un match de feu. Donc, on a quand même donné pas mal de petites, Quatre équipes. Ouais, on a donné 4 équipes, on va mettre, qui sont un peu outsiders et qui pourraient être surprises. Oui, mais comme je t'ai dit, je vois bien les Algériens nous faire une bonne CAN et les remettre quand même sur la carte, parce que j'ai l'impression que depuis l'histoire de Blida, ça a une grosse fracture mentale. Après, je comprends, hein, c'est des choses on est porté médiatiquement comme ils ont été, et que quelque part même le pays s'est vu plus beau qu'il ne l'est en vrai dans le football même continental. Tu mets du temps pour rebondir, quoi. La fédération, un peu tout le monde, les joueurs, voilà, ça a été un gros échec. Ils sortaient d'une période d'invincibilité de plein de choses, ils se croyaient un peu, voilà. Oui, mais et peut-être que justement là, on va dire comme on est en reconstruction, il y a plus le même sélectionneur, il y a des joueurs qui sont partis, même s'il y a quand même encore un socle. Mahrez, mine de rien, est encore là, mais t'as un socle et t'as aussi en même temps un renouvellement de génération un petit peu aussi. Maintenant, la vraie question, et on en a parlé avec Reda dans notre débat, c'est Petkovic. Est-ce que c'est réellement le coach qui te fait ouais, l'Afrique, oui. Ouais, c'est la vraie interrogation. Mais voilà, tu les as mis en surprise. Écoute, on verra bien ce que ça nous donnera. Bon, après avoir vu ensemble la surprise, on va s'attarder sur le flop de la CAN 2025. Je vous propose la prochaine catégorie. La prochaine catégorie, c'est le flop. Alors, qui vous voyez en flop? Donc, on va commencer avec toi, Reda. Chris, qu'est-ce que tu vois en flop? Pareil, ça peut être un joueur ou une équipe. Non, moi, en sélection. Pareil. Ou en sélection. Moi, en flop, j'ai choisi l'Égypte. Je vais te dire pourquoi l'Égypte. Ok. Parce que j'ai regardé sur 60 ans des éditions de CAN. D'accord? Ouais. L'Égypte n'arrive pas à performer en Afrique du Nord si c'est pas à domicile. Ils ont 0 médaille. Ouais. Toutes les médailles qu'ils ont eues en Afrique du Nord, c'est les médailles à domicile. D'accord? Je vais te donner un exemple. Ils ont gagné la CAN en 1986, mais la CAN au Maroc en 88, ils sortent pas des poules. Ok. D'accord? Ils ont eu dans les années 2000 la génération Aboutrika, etc. Ils n'ont pas fait de dernier carré en Tunisie. Pourtant, ils avaient une belle génération. C'est vrai, en 2004, ils passent pas. Ils ne font pas de dernier carré. Donc, ils n'arrivent pas chez les voisins. Moi, je les vois en flop. Donc, toi, tu les vois en flop. Et quoi? En plus, c'est la génération actuelle que tu vois flopper, pas si forte que ça? Ou c'est vraiment l'aspect, comme tu l'as dit, un peu particulier à la CAN, c'est-à-dire aller jouer dans un pays voisin, ça peut aussi être bloquant à certains endroits et tu les vois. Quand tu vois sur 60 ans, parce que l'Égypte a eu des bonnes générations, quand tu vois les meilleures générations
sur 60 ans, ils n'ont pas réussi à performer en Afrique du Nord. Ça s'entend. C'est pas quand il y a une génération moins forte qu'ils vont réussir. En plus, Non, là, il y a non, des équipes compétitives cette année. Ah non, ça s'entend, ça se tient. Reda, qu'est-ce que t'en penses? On a fait le débat, nous, sur l'Égypte, mais toi, tu les vois carrément en flop? Moi, je dirais pas vraiment flop, Après, mais quand je dis flop, je les vois pas sortir au premier tour. Mais je les vois faire un quart de finale, je les vois pas gagner la CAN, tu vois. Ah ouais, Ouais, mais attends. Il est gentil ton flop, mais là, c'est un Non, flop, c'est un flop gentiment annoncé, quoi, en fait. non, On mais sait très bien que quand je regarde les pronostics actuels, Ouais. quand j'ai regardé tous les pronostics, même au Opta, etc., ils mettent l'Égypte dans le top 3. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait le débat tout à l'heure avec Serge, parce que Serge est pas avec nous. J'ai fait le débat avec Serge pour lui demander son vainqueur. Là, je spoil son vainqueur. Lui, il voit l'Égypte. en vainqueur. Donc, Wow. c'est bien. Il y en a un qui le voit en flop et il y en a un qui le voit en vainqueur. Donc, Bah, c'est plutôt Moi, pas je me mal. base sur les résultats de l'Égypte dans cette zone géographique, tu vois. Tu peux pas Flop. venir dire il est vainqueur sans argument palpable, tu vois. Non, en fait. Après, lui, il argumentait avec dernière canne de Salah, Non, ça veut rien dire, ça. avec Marmouche devant. Euh, il y a- Bah, ils étaient là l'année dernière. Et en plus, Salah était dans une meilleure forme. Salah était dans une meilleure forme. Marmouche avait pas Il avait encore pas autant. Ouais, il avait pas autant de. avait pas encore En passé le cap. 2024, Marmouche était déjà en forme. Hein. En Côte d'Ivoire, Bah oui. à la CAN. Non, je te parle de la forme du moment, au moment de la CAN. Marmouche, c'était déjà un bon joueur, tu vois. Il était Il était déjà en déjà forme. un bon joueur, mais est-ce que là, maintenant, entre-temps, il a C'est la surperformé avec saison Francfort, c'est la saison d'après où il explose avec Francfort et après il part à Manchester City. et part à Manchester City. Et là, à Manchester City, là, véritablement, tu vois, tu passes un cap. Donc, tu peux te dire qu'un Marmouche, entre la version de 2023 et 2025, il a peut-être upgradé. Par contre, là où tu as raison, est-ce que ça, là, il a upgradé entre 2023 et 2025? Ah non. Moi, Moyen. quand je regarde le football africain, c'est cyclique. Ça veut dire les événements, ils se répètent tout le temps. Depuis 60 ans. Tout le En temps, fait, c'est toujours la même chose. approche plutôt historique, en fait. Tu as une approche plutôt historique et on va dire d'expérience de ce que toi, tu connais de la CAN. Tu sais que ce genre de paramètres qui, entre guillemets, peut-être sont secondaires pour tout un tas d'autres compétitions, pour la CAN, ce côté géographique, ce côté rivalité et ce côté machin, ça Ah ouais, ça compte énorme. Ça compte Énormément. énorme. Énormément. Reda, t'en penses quoi? Tu penses aussi Non. que ce côté un peu historique, comme on vient de décrire, ça a une importance ou pour toi, non, c'est plus relatif? Bah, en vrai, moi, je vais être un peu plus pragmatique. J'entends l'argument sur la partie historique. C'est vrai que ça a une incidence. On peut pas le nier. Mais après, je vais pas dire que c'est deux équipes différentes, mais avec le temps, les équipes en fait, Regarde, je vais te donner un exemple. Hmm. Pour te dire que je ne crois pas à cette équipe, mais avec des arguments clairs. En 2019, l'Égypte l'a organisé. Ouais. Mais ils sont sortis en huitième de finale. Alors qu'ils étaient finalistes à la CAN précédente, 2017. Ouais, ils arrivent C'est pas. ce que je veux dire. Ils ont un plafond de verre. Ok. Donc, moi, je sais pas. Perso, Ah bon, moi, ouais, je les vois pas gagner la CAN. Donc tu les vois Après, pas, tu les peut-être vois qu'ils pas. peuvent Et c'est gagner. quoi? Maximum Moi, je les quart, vois en quart de finale. quart de finale. Ouais, Ouais. moi, c'est ce qu'on avait dit pendant notre débat. Même moi, je les voyais. Je crois que c'était huitième ou quart, mais Ouais. pas dernier carré. Pas dernier carré. Bon, toi, Reda, c'est quoi pour toi le flop de la CAN 2025? Moi, je suis désolé, mais Serge, il va se fâcher contre moi. Je suis obligé, hein. Le Cameroun, ça va être Cameroun. compliqué. Hein. Tu penses que le Cameroun, ça va être quoi? Ça va être le fiasco de la CAN? Fiasco, je dirais pas jusque-là parce que je les vois mal ne pas sortir des poules. Mais je trouve pas ça déconnant de penser qu'ils sortiront en huitième de finale. Parce qu'au vu du contexte, au vu de ce qui se passe en ce moment, de la liste aussi, de la génération et tout, il y a plein de facteurs qui font que
ils sont pas dans une très grande forme avec ce qui s'est passé autour de la sélection juste avant la CAN, etc. Les différentes polémiques. T'es pas dans un très bon mindset pour commencer une compétition continentale comme ça. Et pour moi, je pense que le Cameroun, ils iront pas plus loin que les huitièmes de finale cette année. Ah non, ça paraît difficile de les imaginer plus loin. Maintenant, comme tu as dit aussi, c'est-à-dire que tous les signaux qui sont renvoyés par le Cameroun sont pas bons depuis plusieurs mois, voire quasiment 2 ans. Maintenant, voilà, j'ai pas envie de prendre on va dire l'argument de Chris, mais attention au côté aussi historique. Le Cameroun est capable toujours de sortir, on va dire, des perfs un peu sortis de nulle part, même quand ils sont dos au mur et qui sont, on va dire, pas dans leur meilleure forme. Maintenant, oui, factuellement, on va rentrer dans le détail. Leur premier tour avec la Côte d'Ivoire et le Gabon, ouais, c'est pas un premier tour cadeau quand même pour les Camerounais. Après aussi pour la fun fact, je crois que c'était, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, mais il y a eu un match amical avec une équipe marocaine, une équipe de D1 marocaine contre l'équipe du Cameroun du coup. Après au niveau des compositions etc. Moi j'ai pas l'info, mais il y a eu ça a fini en un partout. Non, mais le Cameroun, c'est une équipe de tournoi. Tu vois, tu peux faire des matchs amicaux catastrophiques. Et au tournoi, c'est complètement différent. Après, tu vois, si on se base uniquement sur ce qui se passe avant le tournoi, il y a beaucoup de signaux qui font que cette équipe-là, elle est inquiétante. Et tout. Bah ouais, c'est ça. Surtout avec le contexte actuel de ces derniers mois-là, avec même les joueurs qui ont été appelés. T'es pas sur la meilleure liste que tu peux proposer. Et c'est rien de rassurant. Après, c'est sûr tu connais les listes. C'est pas ça vraiment qui te fait gagner à la CAN. Ouais, après, si tu juges sur le papier, déjà, tu vois, tu dis pas qu'ils sont mal partis, mais que c'est pas non plus l'équipe qui va effrayer du monde. Bah moi, en fait, là où je me dis ça va être difficile pour eux qui performent, c'est qu'il y a certains cadres qui sont pas là. Onana, Zambo Ngissa, ils sont importants. Bakar, ils sont pas là aussi. Il est pas là aussi. Bakar, tu vois, ils sont importants. C'est des joueurs importants. Je suis assez d'accord. Le problème des cadres pour le Cameroun, c'est un problème. Ah non, ça c'est important. Tu vois, tu peux avoir un effectif un peu bancal, mais tant que tu as tes cadres, tu vois, tu peux tient la bagarre, ça tient la baraque. Ouais, mais là, tu n'as pas ta colonne vertébrale, ça va être compliqué. Après, tu as vu, le football, c'est dur à pronostiquer, mais franchement, moi, pour vous répondre, c'est dans le prolongement de Chris. Pour moi, le flop, ça va être Mohamed Salah. Donc moi, c'est pas une équipe pour moi. C'est Mohamed Salah et je pense que malheureusement cette CAN-là, elle tombe pas dans la meilleure période pour lui. Je vois pas comment il peut, on va dire après 6 mois vraiment poussifs, voire quasiment un an, parce que son année 2025, elle est pas bonne. Enfin, elle est moyenne. Je vois pas comment d'un coup d'un seul il rallume la lumière et il redevient le joueur, on va dire magique et talisman qui arrive à sortir l'Égypte de tous les problèmes. Je pense, on en a parlé aussi, qu'un Marmouche peut prendre un certain leadership dans cette équipe. Alors, bien évidemment, jamais au niveau de Salah, mais en tout cas au niveau des buts et au niveau du jeu offensif, je pense qu'il peut prendre un certain leadership. Et donc, pour moi, voilà, je le vois pas marquer plus d'un but. Tu penses pas que la CAN, ça peut aussi lui servir de, on va dire, vent d'air frais qui peut, on va dire, renaître un peu de ses cendres et de la période compliquée qu'il a eu avec Liverpool. Franchement, je te jure, entre le temps où on a fait notre débat et là, le temps qui est passé, je vois vraiment pas ce côté, je te dis, physique, surtout pour un joueur de cet âge-là. Alors, il peut y avoir l'esprit un peu comme Messi en 2022, genre il s'est préservé pour la compétition, machin. Mais il y a eu tellement de problèmes, on va dire, extra-sportifs pour lui dans son début de saison qui fait que, ouais, voilà, j'avoue, dans le prolongement de Chris, je vois l'Égypte comme un flop, mais je vois surtout Salah, et forcément, on a tous un œil particulier sur Salah, et je vois Salah peu performant et je le vois pas marquer plus d'un but. Voilà, c'est mon flop. Tu partages aussi, je présume, Chris. Ouais, je pense. Ouais.
Parce que là, pour le coup, si tu me dis que non, alors que tu les as mis en flop, là, j'avoue, j'arrive pas à comprendre. Non. Si, il est en forme, ça, là, en ce moment. Pareil, ça peut être un joueur, ça peut être un joueur qui passe complètement à côté, ça peut être une équipe, voilà, un minimum favori qui passe à côté. Je sais pas. Dis-moi toi spontanément si t'as un flop. Un flop là, comme ça? Peut-être le Nigeria. Tu penses quoi? Que le Nigeria, carrément, ça passe pas le premier tour? Peut-être que ça sort en 8e. 8e, attends, je reprends le groupe du Nigeria. Le Nigeria, c'est avec la Tunisie, la Tanzanie et l'Ouganda. Bon, pour que ça sorte quand même pas du groupe, quand même, ça me paraît compliqué. Ouais. Ça, Non, mais ce que j'ai dit, c'est eux qui sortent en 8e, c'est un flop pour eux. Tu vois, déjà après l'échec des barrages, où ils ont rien montré. Alors, des fois, tu te fais éliminer. Pourtant, Shell, il est revenu récemment, tu vois, c'était un peu la Bérésina. Ouais. Bah, on en a parlé dans le débat, mais le Nigeria, peut-être que ça part de trop loin. Et la conclusion de notre débat, c'était que ça avait pas bien travaillé ces derniers temps. Les années. On arrive à un moment donné où quand tu t'as mal travaillé, bah tu le payes en compétition. Tu le payes, ouais. Et donc là, toi, ça serait quoi? Donc ouais, le Nigeria qui passe, mais qui s'arrête en 8e, ouais. Qui s'arrête en 8e. Moi, je vais te dire, tu sais, c'est quoi? Pour moi, le flop que je vois, pour moi, c'est Salah. C'est Salah qui va passer à côté. Mohamed Salah qui passe à côté de sa de la CAN. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que on le sait très bien, c'est globalement, je te dis peut-être pas sa dernière parce qu'il a pas non plus, il a pas 39 ans non plus, mais c'est globalement la dernière CAN où il est encore performant, enfin encore dans un top club et tout ça. Et pour moi, sa saison, elle est très compliquée. Et je le vois pas switcher juste en passant de l'Égypte de Liverpool à l'Égypte avec un gros niveau juste par la motivation comme ça au cours de Après l'avantage à l'Égypte qu'il a maintenant, c'est que mine de rien, il est quand même entouré et il a plus à les porter, tu vois, avant l'arrivée de Marmouche. Il devait les porter plus ou moins il les a portés pendant des années à lui tout seul. Il les a ramenés à la Coupe du Monde. Il a gagné des barrages alors que ça faisait un siècle qu'il se faisait taper. Mine de rien, depuis que Salah, tu vois, depuis le Salah de Liverpool, il a remis l'Égypte sur la carte, tu vois. Voilà. Ah non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais comparé aux attentes qu'il y a autour de lui, parce qu'évidemment, le top. Ah oui, c'est la superstar du foot africain depuis bientôt 10 ans quasiment. Ouais. Et que là, tout simplement, tu sais, quand on te fait la présentation de la CAN, on te fait un petit peu genre quels vont être les joueurs majeurs, tout ça. Et évidemment, c'est logique. Ça là, il arrive, je te dis peut-être pas en première position en 2025, mais il arrive très vite dans les noms. On te dit, bon bah ça là, ça va être l'homme fort de l'Égypte. Et ben moi, dans cette coupe d'Afrique des Nations 2025. Moi, si je dois me positionner, pour moi, le flop, ça va être Mohamed Salah. Tu le dis en flop. Ouais, après, il est pas tout seul. Tu vois, il a un Marmouche avec qui il joue bien et qui correspond peut-être plus à son style d'attaquant de pointe. Oui. Système. Oui. Et puis, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, Marmouche. Donc, peut-être que ça peut être lui. Tu vois, moi, je me positionne pas en disant l'Égypte va passer complètement à côté. Je pense que Salah. Tu penses que Salah, il va flopper? Mais pour toi, Salah qui flop, c'est quoi? Parce qu'il n'est pas réputé de mec début à la CAN non plus. Hein. Je sais pas combien il est. Mais pour moi, allez, c'est maximum un but sur penalty. Voilà. Un but surtout. C'est quoi la poule de l'Égypte là? Bah, le parcours de l'Égypte, le premier tour est pas. Évidemment, de toute façon, il n'y a plus de premier tour complètement simple maintenant en CAN. Mais le premier tour attends, je reprends ça. Voilà, c'est Égypte, Angola, Afrique du Sud, Zimbabwe. On va dire que l'Afrique du Sud, c'est un match ouvert, parce que ça joue quand même si ça joue en transition. Et Zimbabwe. Pour moi, pour ça, là. Angola, Afrique du Sud. Angola et Zimbabwe. Ouais. Ah non, t'es sceptique. Ok, t'es sceptique. Je sens t'es sceptique. Tu suis pas ma prédiction de un but à la fin de la CAN. Donc alors attends. Ok, parce que là, moi, je me suis positionné.
Et là, maintenant, mon copain, il va falloir que tu te positionnes aussi. Donc, toi, c'est Ah, quoi? sur un joueur? Bah, le flop, c'est le joueur ou ça peut être, comme j'ai dit, ça peut être une sélection. Hein. Ça peut être, je sais pas, tu vois le Maroc pas passer les huitièmes de finale. Là, pour le coup, ça, c'est ça, c'est un vrai flop. Ah oui, mais après, ça, c'est le gros échec surprise. On va dire, c'est la Non. surprise négative. La surprise négative, le gars, soit qu'on attend, ou la sélection qu'on attend, et que tu vois véritablement flopper, passer à côté. Mais après, tu m'as dit un peu le Nigeria. Hein. Tu m'as dit un petit peu le Nigeria. Ouais, je t'ai dit le Nigeria, ouais. Avec le Nigeria qui passe pas. Mais il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de sélection que je vois en danger comme ça parce que ça bosse mal. Là, j'ai pas un détecteur pour te dire. Non. En vrai, s'il y a un flop, peut-être le Cameroun. Mais est-ce que ce Cameroun, on en attend énormément. On a fait le débat ensemble. Est-ce que oui, on en a justement, ils sont plutôt riants surprise, mais du coup, on n'en attend pas. Et d'ailleurs, ça me fait presque rigoler. J'ai l'impression que juste à cause d'Aubameyang, on a l'impression que le Gabon est supérieur au Cameroun. Ça, chacun ses délires. Mais ça, c'est la lecture française. Évidemment, Aubameyang a une cote et encore. Aubameyang, Mario Lemina, tu vois, des fois, je suis là en mode de vous foutez un peu de votre gueule, quoi. Et les mangas qui jouent encore. Non, mais après, soyons clairs, ça reste des bons joueurs. Par contre, est-ce que réellement ce type de joueurs-là, enfin 2 joueurs font une sélection, je sais pas. Et après, 3 joueurs à Bouanga, à Los Angeles, tu vois, des fois on est là en panique. Oui, tu vois, je veux dire, si c'est ça, qu'est-ce qu'on va dire de Brian Bomo, tu vois, bah c'est ça. Donc voilà, faut être clair. Alors, tu me parlais de flop. Ouais. Flop potentiel, si le Cameroun échoue, c'est que Brian Bomo a raté sa case. Mais alors oui, mais d'accord. Même si je le vois pas. Tu le vois. En fait, c'est ça le truc, c'est nos. Est-ce que je le vois rater sa compétition? Ah ouais. Moi, je le vois pas rater sa compète. Non, parce qu'il fait toujours. Moi, je le vois pas. Moi, je peux aller dans ton sens avec le Nigeria, mais je trouve, si je suis très honnête, je trouve que le Nigeria en flop, bon, ouais, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont déjà mis sur la table pour que ça. Bah oui, Osimhen, c'est moyen. Lookman en ce moment c'est moyen, tu vois. On va. Lookman revient bien depuis le changement de coach. Franchement, à l'Atalanta, il est quand même mieux que depuis. Il est mieux. On l'accuse plus d'être coupable de freiner l'équipe, tu vois. Oui, bah après, bon, je pense que l'ancien coach, bon, de toute façon, Ivan Juric, j'invite les gars à aller regarder son parcours depuis 1 an. Il a fait 3 clubs, il s'est fait virer des 3 et les bilans ils sont mais catastrophiques. Donc bon, je sais pas si c'est de la faute de Lookman, mais en tout cas, il semble aller un petit peu mieux. Donc écoute, ok, moi j'ai dit ça là. Toi t'es parti sur le Nigeria. Bon, après la surprise et le flop, place à la découverte de cette CAN 2025. Bon, alors je vous propose la prochaine. La prochaine, c'est la découverte. Alors, ça peut être le joueur découvert ou alors pareil, l'équipe découverte, mais c'est plutôt généralement joueur découverte ou alors après, ça peut être joueur sensation qu'on connaît mais qui va faire un vrai gros parcours. Bon, voilà. Donc là, je vais commencer par toi, Reda. Pour toi, la découverte, le joueur découverte de cette CAN 2025. C'est qui? Moi, encore une fois, je vais retourner chez nous. Et c'est un joueur que peu de personnes connaissent. Et honnêtement, en fait, ce joueur, ça va dépendre de comment Regragui va gérer son effectif, parce que on sait qu'avec la blessure de Hakimi, il est un peu obligé de bricoler. Mais je pense que si Hakimi revient et qu'il décide sur un malentendu ou sur blessure, parce qu'on connaît un peu Mazraoui, comment il est, je pense que Salah Din, ça peut être une très grosse découverte parce qu'il n'y a pas grand monde qui le connaisse. Et c'est un nouveau joueur parce qu'il est venu au dernier rassemblement. Là, il a eu du coup 2 titularisations avec nous. Et le peu de temps que je l'ai vu jouer, parce que je le suivais aussi du côté du PSV Eindhoven, ouais. Il est très 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 bon. Franchement, il est très très bon. Il est très très peu de déchets techniques. Il a une bonne lucidité balle au pied. Et je pense que ce joueur-là, ça peut vraiment être une bonne découverte pour pas mal de gens, que ce soit des Marocains ou même des gens qui ne le connaissent pas.
Et même lui, je pense que la CAN, ça peut vraiment lui servir de tremplin dans sa carrière parce que il est quand même vraiment intéressant avec son club. Donc toi, c'est ton joueur découverte. J'avoue que moi, de ce que j'ai pu voir, je le connais pas assez et j'ai pas les mêmes retours. Enfin, j'ai pas la même chose que toi. Mais de ce que j'ai pu voir, oui, il est prometteur. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il va être aligné à gauche si Hakimi Revient à droite et que Mazraoui bascule à gauche. Il faudrait qu'en gros Mazraoui ne bascule pas à gauche et que ça soit lui qui soit aligné. Et comme lui, c'est un vrai spécialiste, c'est un spécialiste du poste. C'est ça. Lui, il peut pas jouer. Il est pas comme Mazraoui qui peut jouer côté droit et côté gauche. Après, on va dire pour sa gouverne, Mazraoui, on le connaît aussi beaucoup pour ses blessures. On sait que c'est un joueur qui est assez fragile et je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir Mazraoui se blesser et qu'il ait vraiment une carte à jouer sur ce poste-là. Donc vraiment, c'est vraiment qui tout double pour lui sur cette canne-là. Salahuddin. Ok, donc ça c'est ton petit pari, c'est ta petite découverte, Salah Eddine. Ok. Chris, pour toi c'est qui le Moi, je partirais sur Yann Diomandé, Ouais. l'ailier gauche de Leipzig. Mhm. Depuis sa venue, il est titulaire en équipe de Côte d'Ivoire. Ouais. C'est un très bon joueur. Il est percutant, il est technique. Il y a pas mal de clubs qui sont intéressés par lui. Il a 19 ans. Donc je pense que là, il va se révéler aux yeux du monde africain. Bah en fait, je vais pas te mentir, on a fait le débat la semaine dernière sur la Côte d'Ivoire. Tu m'avais conseillé d'aller regarder un petit peu Yann Diomandé. C'est ce que j'ai été faire. Et je vais partager avec toi. Je suis aussi hypé par lui et je pense que ça peut être vraiment le joueur découverte de cette CAN parce que tu l'as dit, il est performant avec Leipzig depuis le début de saison. Il s'est bien intégré alors qu'il vient d'arriver dans le club allemand. Et je pense que ce type de profil-là, ça peut être le genre de joueur qui peut-être te fait déstabiliser certains blocs bas ou peut-être certaines équipes on va dire, oui, c'est peut-être le joueur avec Amad Diallo déséquilibrant de cette équipe ivoirienne. Donc ouais, je vais non seulement je suis d'accord, mais je vais dans ton sens. Pour moi aussi, ça va être le joueur découverte. Après, j'aime bien aussi Carlos Baleba du Cameroun, mais est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est une véritable découverte? Baleba, c'est pas une découverte. Ouais, bah ouais. Baleba, c'est pas une découverte. Tu vois, c'est pas une. Baleba, mais n'empêche que ça va être la première CAN. Hein. En première ligne. Baleba, c'est sa première CAN. Ouais, c'est sa première CAN, ouais. Mais il est déjà connu, tu vois. Mais voilà, donc pour moi, mais si on va par là, Diomandé aussi, il est connu. Ah, c'est pas comme Baleba. C'est pas comme Je suis Baleba. d'accord. Diomandé, il y a 6 mois, on parlait pas de lui. C'est vrai. Mais quand tu commences à aligner les pions en Bundesliga et être le deuxième meilleur buteur juste derrière, troisième meilleur buteur derrière Guirassy et Harry Kane, tu commences à avoir une certaine hype autour de toi, hein, quand même. Ouais, je vois. Tu vois. Et je pense que tu vas pas t'en plaindre, toi, supporter ivoirien, tu vas pas te plaindre d'avoir un joueur qui peut te déstabiliser, qui peut être. Ouais, peut être en plus, il est arrivé à pic parce que à ce poste-là, Adingra, il était en baisse. Donc c'est lui qui va remplacer Adingra, tu vois. Donc ok. Donc on a le même. Donc le même genre découverte. Diomandé pour Chris et pour moi et Salah Eddine pour Reda. T'as une idée? T'as un joueur? Un joueur révélation. Ouais, là, comme ça. Moi, j'aimerais bien que le petit Kofané, il explose. Ouais. Parce que là, il joue pas en France. Parce que jouer à Leverkusen, même en 2025, si jeune, ça prouve qu'il y a du talent. Et pour des histoires avec, je vais encore citer son nom, on l'a pas eu à la sélection parce que voilà, jusqu'à se faire insulter médiatiquement, bon, tu vas me dire, il a accusé et critiqué de payer la France pour jouer, bon bref, des trucs qui ont aucun sens. D'ailleurs, je vais toujours rebondir dessus. Rien qu'à cause de cette phrase, normalement, les médias français ne devraient pas prendre ce genre de créature au sérieux. Enfin bon, je suis un peu loin. Mais... Non, mais t'as raison. Non, mais tu la replaces. De toute façon, on peut pas en parler. Vraiment, là, c'est sérieusement. On
peut pas parler aussi du Cameroun sans évoquer le passage de Marc Brice et ce qu'il a pu. Oui, et des joueurs qu'on aurait pu avoir et forcément. Bah bon, heureusement Kofan, il a pu être rattrapé, il a pu être là, il y a pas de problème, il est bien dans la sélection, mais c'est vrai que on l'a jamais vu. C'est ça, c'est. Donc maintenant, lui, tu penses que ça peut être, À 19 ans, oui. Ça peut être la surprise, la révélation du tournoi, parmi les meilleurs jeunes, tu vois. S'il fait une bonne canne, même s'il nous amène 2-3, ça suffit. Hein. Même les taillants, mais qui jouent déjà un peu plus à l'Espagne, même si c'est Levante. D'ailleurs, c'est ça qui est bizarre. T'en as un qui joue à Levante, qu'on voit, bon, il est à Villarreal et il plante un peu, tu vois. Donc, et t'en as un autre qui joue à Leverkusen, qui met quelques buts, mais qui, dans les médias français, c'est quand même 19 ans, tu vois. Là, je suis en train de regarder ses stats. Tu vois, c'est 19 ans. Il a déjà marqué 3 buts. Il est arrivé à Leverkusen. Attends, je reprends la date de son arrivée à Leverkusen. Attends, il est arrivé quand à Leverkusen? Il est arrivé, cet été. Ouais, c'est bien ça. Il est arrivé cet été. Donc, ok, c'est pas le Leverkusen de Xabi Alonso, mais ça reste une équipe. Un club de Champions League. Qui est un club de Champions League, qui risque normalement de se qualifier pour les barrages. T'as du Patrick Schick, t'as du Terrier, il y a quand même une petite concurrence. Il te marque 3 buts pour sa première saison et son arrivée en Bundesliga. Évidemment, c'est un profil intéressant pour le Cameroun. Là où, on va dire, généralement, ces derniers temps, t'as un peu bricolé. À part un Mbeumo, t'as un peu bricolé. C'est surtout que t'avais plus de vrais attaquants parce que t'avais le vampire éternel Aboubacar qui aurait dû avoir une meilleure carrière. Pour moi, peut-être plus du fait de l'entourage et du réseau. Ouais. Que le talent en lui-même. Parce que c'est ça qui, c'est, les deux, il y a une communion entre les deux. Si t'es mieux entouré, on fait des meilleurs choix de carrière et tu peux encore un peu plus progresser. Tu peux gagner en maturité. Là, j'ai l'impression que depuis Porto, on était resté sur des acquis et le joueur, il n'a pas évolué depuis ces années de Porto, quoi. Non, c'est vrai, non. Et ça, là, ça a été le problème pour Aboubacar. On peut dire qu'il est même passé à côté d'une carrière en club, surtout. Parce qu'en sélection, oui, il y a des moments. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il y a des moments clés. Et voilà, pareil, il a peut-être pas été à chaque fois entouré des meilleurs joueurs aussi. Mais c'est le vrai, pour moi, la vraie déception, c'est la carrière en club. Parce que, Porto, ok, ça reste une bonne équipe. C'est bien, ouais. Mais pour moi, il aurait dû avoir une autre exposition. Voilà, Porto Beşiktaş, quand il est à son prime un petit peu, il doit avoir une autre exposition. Il doit avoir une opportunité pour jouer en Espagne ou en France, tu vois, voilà. Oui, voire même même si, même si t'es à Rennes, même si t'es à Bolton, même si, va te frotter à ce qui se fait de mieux, tu vois, voilà. Exactement. Et c'est là où, justement, il n'y a pas eu ce truc-là. Donc, bon, après, évidemment, il faut quand même que tu composes derrière. Donc après, je pense à un Franck Magri, par exemple, que tu as pris, un Nkoudou que tu as pris. Mais pour moi, ça reste des joueurs. C'est pas avec ce type de joueurs-là que tu peux arriver à se transformer. Là, peut-être que le Kofan en question, qui a 19 ans, qui arrive à Leverkusen, qui commence à être performant, ça peut être ton fer de lance, on va dire, des prochaines saisons. Ouais, c'est ça. Et pour en revenir à notre débat, oui, ça peut faire partie des joueurs un petit peu découvertes. Voilà, on les a jamais vus véritablement avec. Oui, c'est tout jeune. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu partirais sur un Christian Kofan. Ouais. Je partirais sur Kofan. On en a pas tant que ça des jeunes. Bah si, Lamine Camara, il est jeune, mais on l'a déjà vu à Monaco faire des bonnes choses. Et avec les blessures, il a pu équilibrer un peu plus affirmé. Même si ça a été un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour lui quand il n'a pas un vrai sens de métier un peu qui découpe dans le milieu, quoi. Il doit, c'est un peu un box-to-box, il peut faire les deux, mais vraiment comme 6. Baleba, ça peut être aussi l'occasion de s'affirmer. Ouais, lui, ce serait plus une. Alors, il y a un sa première conf.
Là, pour le Ouais. coup. Et c'est sa première compétition. C'est sa C'est première ça. compétition internationale. Donc, toi, ça pourrait Donc, ça peut être une vraie révélation. Ouais, les deux. Ouais. pour toi, Mais ça de toute peut être. façon, on a vraiment là, je parle un peu en tant que supporter. On a vraiment une espèce de colonne vertébrale à affirmer, Ouais. même si Mbomo, c'est sûr. Mais pour les années futures, si tu arrives à avoir le petit Avon de Lorient qui s'affirme au milieu, tu as Petit Kofan en pointe, tu as Baleba qui joue devant la défense un peu, mais qui est plus fait pour une équipe qui fait de la transition que pour une équipe qui construit. Et tu auras un nouveau gardien. Bon, moi j'espère que on fasse jouer le petit Simon de Montpellier, mais on va partir avec Epassi. Là, pour ça, chacun sait. Ah, oui. Bah, là, après, là, ça va être autre chose. Mais j'avoue que tu as raison. Il y a quand même dans cette sélection camerounaise quelques joueurs qu'on va découvrir, on va dire, pour leur première CAN ou la première fois on va dire, au haut niveau de sélection. Et j'avoue que moi aussi, j'ai quand même hâte de les voir pour mieux les découvrir aussi. Maintenant, moi, je vais te dire de mon côté, on en a parlé la dernière fois avec Chris dans le débat sur la Côte d'Ivoire. Je me suis un petit peu plus intéressé à lui, mais je pense que Yann Diomandé, qui joue à Leipzig et qui fait un très très bon saison, je pense que ça peut être lui pour moi le joueur des. La révélation. Ouais. On l'attendait déjà. C'est celui qui était à Sporting. Non, c'était qui le défenseur de Sporting? Non. Lui, il était à Leganés avant. Il était à Leganés. Leganés, d'accord. Ouais. Il était à Leganés. Par contre, voilà, il était à Leganés et il a été acheté 20 millions par Leipzig. Donc, on peut pas parler non plus d'une vraie découverte. Et je te dis, depuis le début de saison, je vais reprendre ses stats, mais depuis le début de saison en Bundesliga, je crois c'est lui qui est derrière Kane. Ah non, peut-être pas. Il a 14 matchs, 6 buts et 2 passes décisives. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est très costaud. Tu vois, je pense que dans cette sélection ivoirienne où il n'y a pas réellement de titulaire indiscutable devant, avec en plus la blessure de Haller, je pense que Diomandé, ça peut être lui la révélation. Alors dans un autre poste, parce que Adingra, c'est plus un joueur de côté, voire de milieu de terrain. Mais comme Adingra a pu l'être en 2023 avec la Côte d'Ivoire, je pense que ça va être Diomandé le joueur en plus de cette le facteur X. Le facteur X. Moi, pour moi, c'est lui. Après, je suis très honnête. J'adore le football africain, mais je regarde pas assez tout le jeune vivier et tous les. Mais disons qu'il y a tellement de binationaux maintenant que des fois tu sais plus qui est qui. Oui, mais parce que nous, d'habitude, voilà, tu vois, d'habitude, le joueur africain, c'est le joueur acheté, jeune et qui arrivait et tu savais, comme Kofané, même comme Lamine Camara. Ouais, c'est ça. Oui, comme Adingra, voilà, c'est des produits de formation africaine qui viennent souvent faire un peu de post-formation et on se rend compte quand on veut lui faire de la post-formation qu'en fait, non, il n'y a plus besoin. En fait, on va te lancer avec les A. Et c'est comme le petit Naguida, tu vois, c'est des gamins qui ont joué au Cameroun avant. C'est pas un gamin qui est né ici et qui a pris le foot. En fait, l'œil pour arriver, entre guillemets, moi qui suis la CAN depuis des années, mais pareil, on va dire différemment. Maintenant, oui, on va dire pour retrouver la découverte ou machin, c'est différent d'avant où, comme tu le disais, avant tu avais un peu l'étiquette directement qui était posée avec soit le gros transfert, le gros truc. Là maintenant, il y a tellement de joueurs des binationaux, voilà, des binationaux et même certains qui découvrent la CAN qu'à un moment donné, il faut arriver, on va dire, à avoir un véritable œil d'expert. Et ce que j'ai pas, je suis très honnête là-dessus. Donc moi, avec ce que j'ai, je partirais sur un Yann Diomandé en joueur de découverte. Et pour toi, tu nous en as donné. Je tiens à préciser quand même qu'ils sont pas mal camerounais et elles sont pas mal camerounaises. Ah, mais les joueurs que je suis, oui, parce qu'après, tu connais, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Pour jeter la pièce en l'air et dire lui, il a l'air d'être bien, mais sans savoir, c'est pas intéressant. Ça, c'est des joueurs que tu connais, donc tant mieux. On passe à l'avant-dernière catégorie, le meilleur buteur de la CAN 2025. Je vous propose, là, c'est vraiment de la prédiction pure. Le meilleur buteur.
le meilleur buteur pour vous de la compétition? Alors bon, ça va être aussi une histoire de premier tour. Hein. Ça va être aussi parce que quand on regarde les dernières éditions, on s'est déjà rendu compte que à partir des huitièmes de finale, ça marque quand même un peu moins et ça joue un peu moins offensif. Donc, il y a intérêt de marquer pendant le premier tour pour avoir des chances d'être meilleur buteur. Donc, là, Chris, Moi, je vois El Karabi. Parce que moi, perso, je vois le Maroc aller en finale. Ouais. Donc, qui dit plus de finale, dit plus de matchs. Donc, si lui, il part titulaire, je pense que ça sera le meilleur buteur de la compétition. Donc, El Karabi? Ouais, El Karabi, ouais. Ok. Reda, je vois que Reda a un petit sourire. Qu'est-ce que tu en penses d'El Karabi? On en a déjà parlé, mais tu le vois meilleur buteur de la CAN? En vrai, au début, je t'aurais dit qui? Je t'aurais dit Victor Osimhen, meilleur buteur de la CAN. Après, en y réfléchissant bien et en regardant un petit peu le parcours que je vois pour le Nigeria, je pense que El Kaabi aussi, je le vois meilleur buteur, mais à une condition, parce que je suis quand même pas mal le joueur, surtout en équipe nationale, et on sait aussi que ce joueur, on connaît son talent, on connaît à quel point il est bon devant le but, mais le grand problème de El Kaabi avec la sélection, c'est qu'il est vraiment en manque de confiance. Et en fait, tout va dépendre de comment il se déroule son premier match. Parce que honnêtement, si il finit le premier match du coup face aux Comores demain sans forcément marquer, il va déjà y avoir, on va dire, un doute qui va s'installer. Et même, on l'a vu côté Regragui, El Kaabi, il va partir avec lui demain, sauf grosse surprise. Mais s'il ne convainc pas, comme à la dernière CAN, il va vite le remplacer, que ce soit par El Nessiri, que ce soit par Raimi ou même Igaman qui pourra du coup jouer à partir des phases finales. Donc ça, je pense que c'est un point qui est pas négligeable et je pense que si El Kaabi débloque pas rapidement son compteur, il va faire un tour dans la rotation et malheureusement, on pourra pas vraiment il aura pas vraiment cette place de meilleur buteur. Moi, ce que je vois, je suis assez d'accord pour El Kaabi, c'est que en fait, c'est un joueur qui dépend beaucoup en fait on va dire, qui marche un peu pas à l'affectif, mais qui par la confiance. Par la confiance. Et donc, comme tu dis, je suis assez d'accord. Si demain contre les Comores, il vient te mettre un doublé, ça peut par exemple le lancer sur clairement. Clairement, ça va le lancer à fond dans la compète. De l'autre, ça se tient ce que dit Chris, c'est-à-dire si tu vois le Maroc aller loin dans cette compétition, bah logiquement le 9, enfin en tout cas l'avant-centre de l'équipe qui va loin, a de fortes chances d'être le meilleur buteur puisque c'est lui qui va avoir normalement le plus de matchs et d'occasions de marquer. Maintenant, tu l'as dit, il y a un Osimhen qui peut rentrer dans le game parce que physiquement là, il semble quand même dans une bonne période, à la différence de 2023 où il était un peu plus blessé, enfin un peu moins en forme. Je sais pas moi, Nicolas Jackson, ça vous pensez pas à Nicolas Jackson dans cette équipe du Sénégal? Non, il n'est pas si performant que ça avec le Sénégal. Un Marmouche, bon, on en a parlé un petit peu, mais Marmouche, non, vous ne voyez pas? Non, moi je vois un Marocain. Après, je pense que si c'est un Marocain qui est désigné en tant que meilleur buteur, ça sera, si c'est pas un neuf, ça sera un milieu de terrain parce que au niveau de nos ailiers aussi, c'est pas les joueurs qui marquent le plus, que ce soit Brahim Diaz ou je sais pas avec qui on va partir, soit Ben Seguir, mais je pense qu'on va partir avec Abdé. Les deux, c'est pas des mecs qui vont beaucoup marquer. Je pense que ça sera soit du coup El Kaabi, soit un milieu de terrain. Et si c'est un milieu de terrain, je pense que ça sera Ounahi. Mais Donc toi, il y a le côté peut-être le buteur marocain, mais de l'autre, voilà, il y a quand même la possibilité que le danger vienne d'autres postes et d'autres joueurs, donc pas forcément tous se concentrer sur un neuf. Mais après, il faut être clair, hein, on est dans une CAN où ça déborde pas de numéro 9 de dingue, parce que je pense que vous avez fait la liste de votre côté les uns comme les autres. C'est pas une CAN où, je te dis, tu as 7-8 gros numéro 9.
t'en as des bons, mais il n'y a pas des top players dans les 9 hein, dans cette CAN. Qu'est-ce que t'en penses, Chris? Ouais, c'est vrai. Sans sa blessure, je t'aurais dit Igaman, mais là, avec sa blessure et le fait qu'il puisse potentiellement nous rejoindre qu'à partir des 8e de finale, ça me paraît compliqué. Et même, franchement, je pense que le meilleur buteur, ça sera pas comme les précédentes éditions. Il y aura pas une grande différence, je pense, entre le meilleur buteur et les joueurs qui arrivent après. Bon, ok, on s'est positionné. Il n'y a pas réellement de nom véritable qui se. Après, on peut avoir la surprise, hein, parce qu'il y a plein d'éditions où ça peut être un buteur. Je vous spoil pas, mais je vais vous faire un petit quiz dans 5 minutes. Il y a des petites surprises dans les 3 dernières cannes. Tu mettrais une piécette sur qui? Sur Aubameyang, dont on a parlé, sur Salah, dont on vient parler aussi, ou au contraire, je sais pas moi, un Iliman Ndiaye, un Marmouche, ouais, je vais sur Marmouche. Un Youssef El Nessiri. Youssef, quoi là? Ils ont des attaquants au Maroc. Igaman. Oui. Et pour le coup, c'est vraiment dommage parce que lui, il avait vraiment le profil. Je te dis peut-être pas pour être meilleur buteur, mais en tout cas pour en glisser quelques-uns. El Nessiri. Ah oui, il avait le profil. Il a le profil par rapport à la structuration de l'équipe. Tu vois, il complète bien avec comment ça joue, tu vois. Ouais, El Nessiri, un peu vieux quand même. El Nessiri, c'est ça paraît un peu compliqué. Est-ce que tu vois un Amoura qui a super bien performé pendant les qualifications avec l'Algérie? Est-ce que tu vois un Nicolas Jackson qui prend ses... Non, il rate beaucoup même à la sélection, il est même pas titulaire, il fait que rentrer, bon, tu vas me dire. Je suis d'accord. Est-ce que tu vois l'éternel Sadio Mané? Est-ce que tu vois je l'ai dit... Il joue encore au foot, lui? Demande à Cristiano Ronaldo, je crois que oui. Il rank de temps en temps, parce que j'ai l'impression que c'est plutôt le nouveau copain de Cristiano Ronaldo qui joue là, le portugais. Ouais, Joao Félix. Ouais, mais je crois quand même qu'il joue. Et puis après, c'est pareil. Mané a une certaine aura dans cette sélection-là, donc voilà, il va peut-être. Lui aussi, il faut qu'il arrête. Hein. Dès que 2026 c'est fini, qu'il fasse son sac et qu'il arrête un peu les trucs. Hein. Et qu'il s'achète un nouveau téléphone. Parce qu'il paraît qu'il était gentil avec un vieux portable. Parce que les autres footballeurs, ils ont des iPhones, c'est un scandale. Tu vois. Bon, tu touches 100 000 € et t'as un portable à 1000 balles. Là, donne-moi, toi, ton buteur. Marmouche. Je t'ai dit Marmouche. Ah, Marmouche. Ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, je t'ai dit Marmouche, Amoura. Ouais. Qui c'est qu'on a d'autres qui peut... Parce que Guirassy est pas là, donc tu peux même pas sortir de buteur hyper. Est-ce qu'on l'a dit tout à l'heure, Bakambu avec la RDC, est-ce qu'il peut la trouver il n'a pas été efficace durant les éliminatoires, donc c'est pas là qu'il va se découvrir un truc en soi. Aubameyang, ça plante, mais hormis éventuellement faire sur un match un doublé et te retrouver à 3-4. Le souci à la CAN, c'est que le premier tour, souvent tu as des joueurs qui sont à 3-4 et derrière, à partir des 8e, ça arrête de marquer, quoi. Ça, c'est vrai. Ou c'est les défenseurs qui plantent sur coup de pied arrêté. T'as raison. On en a parlé en off. C'est vrai que dès les 8e de finale, dès les matchs coup près, tu te retrouves avec des physionomies de match vachement défensives. Et donc là, ça se joue sur un but. Et généralement, des refus des jeux, quoi. Ouais. Le score le plus probable est le 1-0. Donc, c'est pas la prime au buteur. Donc, évidemment, si tu fais un gros premier tour, si tu viens caler 4, 5, voire 6, ouais, tu prends une grosse option parce que normalement, c'est pas sur la deuxième partie du tournoi que ça va se décanter. Mais tu l'as dit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure du Gabon. Est-ce que vraiment Aubame, il peut arriver à claquer beaucoup de buts sur un premier tour où tu as et le Cameroun. En plus, il est blessé là. Et en plus, il est pas à son max. Moi, je le vois en ce moment. Il est surutilisé à l'OM parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je mettrais. Mais je crois qu'en plus il va pas jouer le premier match, hein, je crois, Aubameyang. En plus, ouais, il y a des chances qu'il joue pas le premier match contre le Cameroun. Ouais, en gros, il lui restera que le match contre le Mozambique. Bon, alors ok, peut-être qu'avec le Mozambique, il y a peut-être un gap, mais bon, compliqué. Osimhen, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a un Osimhen. Mais bon, vu que tu as dit que pour toi, le Nigeria était plutôt le flop,
Ça va être compliqué de voir Osimhen meilleur buteur. Mais même cette saison, c'est pas génial aussi, mais tu vois, ça peut marquer. Alors c'est à l'image du personnage. Tu peux te retrouver, il te fait un doublé contre une grosse équipe, il fait le match de sa vie là, et la semaine d'après, méconnaissable et t'arrives pas à le trouver, et il est pas concerné. Voilà. Peut-être que ça explique pourquoi il a Galatasaray, tu vois. Mais... Bah oui, après c'est toutes les limites de Osimhen. Je pense que quand il était à Naples, je pense qu'il y avait un gap à faire et évidemment tu passes à Galatasaray. Alors après on va pas revenir pour les raisons pour lesquelles il est parti, mais évidemment tu perds en compétitivité, que tu le veuilles ou non. Tu passes d'un des 4 meilleurs championnats au championnat turc et c'est pas une offense au championnat. On le voit avec Icardi. Hein. Icardi, il est arrivé là-bas, il a recarburé un peu comme s'il était sur les réminiscences de ces derniers du PSG et autres. Et là, il rentre dans le rang, quoi. Tu vois, voilà. Ah oui. En fait, ce championnat-là, encore une fois, c'est vraiment un cran en dessous des 4 meilleurs championnats. C'est même en dessous de la Ligue 1. Des 6 des Pays-Bas. Mais largement. Même le Portugais et Pays-Bas, il y a une vraie question parce que, t'as les 3 clubs, Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş, mais derrière, il y a un vrai gap. T'as un Trabzonspor, si tu veux, mais vraiment derrière, il y a un gros gap. Bon, c'est compliqué. On le voit bien dans les Coupes d'Europe. Donc, Osimhen, il est pas dans la forme de sa vie. Moi, je vais te dire, hein, on en parle mal, mais El-Nesyri, pour moi, le Maroc va aller loin. Oui. Logique. T'es le 9 de l'équipe qui va loin, vu que, on vient de le dire, Igama n'est pas là. Attention, hein. Moi, je mettrais bien une pièce sur El-Nesyri. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Il est clairement plus forcément au niveau de ces belles années de Séville et tout ça, mais je le dis, il va être normalement le numéro 9 de l'équipe qui peut aller loin et qui est favori. Et qui est censé bien jouer au foot, tu vois, c'est dans la construction. Donc, moi, je te dis, El-Nesyri, je mettrais bien une pièce. Maintenant, je te suis aussi, Marmouche, et ça va dans le sens de mon flop. Oui, lui, il prend les rênes de l'Égypte et il peut arriver à te claquer quelques buts dans son premier tour et après l'Égypte qui va un peu plus loin et ça peut être lui le détonateur. Donc c'est pas si con Marmouche comme meilleur buteur. C'est pas une mauvaise idée. Après les Ivoiriens et les Sénégalais vont nous rentrer dedans. Mais bon. Mais les Ivoiriens en fait, on en a parlé un peu hier en off. Le forfait de Haller. Va te laisser la place pour Guessant. Maintenant, est-ce que tu as un véritable buteur chez les Ivoiriens? Moi, j'en ai pas sincèrement. Le danger, il peut venir de plein de joueurs, mais il y a pas un buteur. Donc, difficile pour moi d'arriver à mettre un Guessant, par exemple, en meilleur buteur de la CAN. Faut être honnête, on l'aime bien, mais je le vois pas, quoi. Enfin, bien évidemment, la catégorie tant attendue, le vainqueur de la future CAN 2025. Je vous pose la dernière question. Pour vous, le vainqueur. Le vainqueur, c'est qui? Reda? Je pense que c'est évident. Et on a vu le sourire, ok. Donc, pour tout ce qu'on a dit, pour tout le côté pays organisateur et tout ça, l'effectif, tous les signaux sont au vert. En vrai, tous les signaux sont au vert, mais bon, on va pas non plus dire qu'on est ultra favori. J'espère juste que le costume est pas trop grand pour nous parce que on n'est pas à l'abri, on l'a vu, hein. Le Maroc sur le papier, on est souvent vu comme les favoris, mais il suffit qu'il y ait un peu d'excès de confiance et qu'on se sente un peu trop beau pour que ça casse. Et là, attention en 2023, ce qui s'est passé en 2023. Hein. Donc, je pense qu'on va pas faire 2 fois la même erreur et qu'on va pas se voir trop beau non plus. Mais au vu de tout ce qu'on a dit précédemment sur la forme actuelle du Maroc, je pense que on est bien parti pour gagner cette CAN à la maison. Ok. Pour toi, Chris, est-ce que ce sourire, ça montre que la Côte d'Ivoire fait back-to-back? Ah bah oui, je pense qu'on va faire le back-to-back. Ah, il est là, c'est ça qu'on l'entend. Il était tout calme pendant le débat, vraiment tout zen. Et là, par contre, il nous envoie évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. Bah, je pense qu'on va faire le back-to-back. Après, je vais te donner des arguments sportifs.
et je vais te donner des arguments, encore une fois, historiques pour appuyer sur ce que je dis. Déjà, sur le sportif, la Côte d'Ivoire a le profil pour faire un back-to-back. Ils ont gardé le même entraîneur, d'accord? L'équipe n'a pas trop changé. Ils ont ramené du sang neuf à chaque poste, dans chaque ligne, Ouais. d'accord? Et avec l'expérience qu'ils ont eue l'année dernière, c'était un tournoi difficile. Ça veut dire, sur le plan mental, ils sont plus près que les autres équipes qui n'ont pas connu ce genre d'événements sur le terrain. Tu vois? Ok. Et ça Donc, compte beaucoup. donc l'expérience de 2023 va compter dans le money time de la CAN Bah, bien 2025. sûr. Si par exemple, je sais pas, on perd 2-0, il reste 10 minutes, il y a des équipes qui peuvent craquer. Mais la Côte d'Ivoire ira jusqu'au bout, tu vois, parce Ah, ça, qu'ils savent là, que pour c'est le coup, il possible. marque, il marque des points. Il marque des points, Reda. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on va dire émotionnellement on va dire au niveau du vécu de groupe, oui, ce qu'ils ont vécu en 2023 fait que ils peuvent regarder n'importe quelle sélection dans les yeux sans avoir peur, en fait. Même avec le Maroc à domicile. Ah ouais, ça, je suis d'accord avec lui. C'est sûr que ça, c'est un élément qu'il faut pas négliger. Maintenant, sur l'aspect historique, j'ai fait le bilan des médailles remportées en Mhm. Afrique du Nord. Mhm. Et la Côte d'Ivoire est la deuxième équipe à le plus être médaillée en Afrique du Nord. Ah ouais, il veut pas te lâcher, hein. Il veut pas te lâcher, hein, Nous, Reda. sur l'historique, Attention, on peut rien. Nous, sur l'historique, franchement, au niveau Bah oui, continental, c'est ça le problème. C'est ça le on a problème. ça pêche. Attends, Bah c'est pas oui. la seule chose. C'est Mhm. pas la seule chose. Ils ont toutes les médailles sauf la médaille d'or, mais c'est Ouais. pas la seule chose. En regardant un peu le football africain, comme je te disais tout à l'heure, le football c'est cyclique. C'est-à-dire il y a Mhm. des cycles. Chaque équipe a son cycle. Quand je regarde un petit peu les CAN, chaque vingtaine, d'accord, chaque vingtaine, il y a une équipe qui fait un doublé, d'accord. Je vais te donner un exemple. En 60, le Ghana, ils ont fait un doublé, d'accord. Ok. Ils ont gagné à domicile, ils ont gagné en Tunisie. En 80, Cameroun, je ne parle pas de doublé, ils gagnent deux CAN dans la même décennie, excuse-moi. Ok. Cameroun, dans les années 80, ils ont gagné deux CAN, 84 et 88, en Côte d'Ivoire et au Maroc. En 2000, le Cameroun gagne deux CAN. Donc tu vois, c'est chaque 20 ans. Tu comprends? Donc là, Attends, en attends, gros, attends, ça, attends. on va dire- J'ai pas fini. J'ai pas ah, fini pour que tu il en comprennes où a je veux en encore, venir. il est chaud, il est chaud. Et j'ai regardé le point en commun entre toutes ces équipes. Tu sais, c'est quelle équipe qui fait le doublé dans la décennie? C'est le pays qui gagne en Afrique de l'Ouest. Donc, ok. Donc là, en gros, ce que tu essaies vraiment de. En gros, ce que tu essaies de dire, c'est que cette fameuse génération de 2023 qui a gagné, en gros, elle va forcément avoir un bis. Et le fameux bis, bah, ça peut être justement là, 2025, ça reproduit ça Bah, reproduit le truc. quand je regarde les cinq plus grandes nations africaines, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore gagné en Afrique du Nord. Pourtant, Donc là, c'est c'est le une moment. des. Hein? Donc là, c'est le moment. Donc là, c'est le Bah, moment avec la. bah oui. Ok. Non, mais ok, vas-y, vas-y. Hein. Moi, ça me va. Je vois que Bah, Reda. un événement qui se fait depuis 60 ans. Pourquoi sur cette décennie ça changerait? Bah, parce que ça peut peut-être se faire en 2027, tu vois. C'est ça, c'est 20 ans. En vrai, c'est Ouais, pas il y a forcément le. Ça peut pas pas si se tu faire me en dis. 2027. Attends, je t'explique. Parce que ces pays-là ont tous gagné en Afrique du Nord. Tu comprends pas? Ok. Ces équipes-là, ils ont gagné en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Et la CAN en Afrique du Nord, c'est 2025, c'est pas 2027. Tu comprends? C'est Regarde, bon, je vais vas-y, te va donner pas un. chercher Reda. Cherche pas Reda, en fait. Là, c'est bon.
il a tout calculé. Je peux te garantir que là, c'est la Regarde, Côte d'Ivoire. je vais t'énumérer les équipes. Comme je t'ai dit en 63, le Ghana, ils ont gagné au Ghana en 63. En 65, ils ont gagné en Tunisie. D'accord? Donc ça fait Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Ok, Cameroun, en 84, ils ont gagné en Côte d'Ivoire. En ok, 88, ils ont gagné au Maroc. ok. Ouais, Ok? mais il y a eu la CAN 86. Il y a eu la CAN 86 entre les deux. Oui, mais 88, c'est quand même en Afrique du Nord. Ah oui, toi, tu restes avec le paramètre Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord. Ok, d'accord. Ok. Voilà. L'Égypte, en 2006, ils gagnent à domicile en Afrique du Nord. Ouais. Mais après, ils gagnent au Ghana. Gagnant, gagnant. Ok, exact. Et là, on est dans les années 2020. La Côte d'Ivoire a gagné à domicile en Afrique de l'Ouest. La prochaine CAN, c'est en Afrique du Nord. Non, mais c'est bon, hein, c'est bon. Maintenant, attention. Là, pour le coup, si la Côte d'Ivoire se fait sortir en huitième de finale, là, par contre, la théorie, là, elle fait complètement peur. La théorie, Moi, je ne crois pas au hasard, moi. Regarde, moi, je ne crois pas au hasard. J'entends l'argument, mais en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec cet argument cet argument, on va dire historique. Moi, je juge beaucoup sur la forme actuelle des équipes pour un peu Bah, la Côte déterminer. d'Ivoire est tenante du titre, si on parle Oui. de forme actuelle. Oui, non, mais après, quand tu regardes les équipes qu'il y a en face, j'entends l'argument de voilà, etc. Par rapport à la vingtaine et tout, mais la Côte d'Ivoire, elle est pas. Je vais pas dire qu'elle est pas. C'est pas une équipe qui ne peut pas gagner la CAN, mais tu vois, je les vois pas en favori. Justement, Je il les est vois là le plus. piège. Attends, on va revenir à ça. Quand tu regardes les CAN, c'est jamais le favori ultime qui gagne la CAN. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Donc tu vois, Mais là moi, tu je les vas dans vois mon plus sens déjà. Moi, je les mets dans la catégorie outsider. C'est-à-dire qu'ils ont une pièce à jouer et qui peuvent potentiellement gagner la CAN. Oui, ça va dans ma théorie. Mais Parce moi, que les équipes qui gagnent la CAN, à 80%, voire 85%, c'est jamais le favori ultime. Tu vois ce que je veux dire? après, Jamais. je reste très pragmatique et tu vois, au niveau des statistiques, moi, quand j'essaye de pronostiquer, je les mets sur le côté et je vais un peu tirer la couverture vers moi. 2019, qui était favori de la CAN? 2019, c'était en Égypte. C'était pas l'Algérie. C'était pas l'Algérie, on est d'accord. 2021, qui était favori? Numéro 1. Le Sénégal, un peu quand même. Hein. Attends, j'ai dit le favori numéro 1. C'était qui? C'était en C'était 2021, c'était l'Algérie. Ouais. C'était l'Algérie parce qu'ils étaient dans un record d'invincibilité. T'as raison. C'est vrai. Après, le Sénégal, ils avaient quand même une grosse place. Oui, mais c'est pas le favori numéro 1. Ils n'étaient pas devant l'Algérie. Ouais, peut-être pas numéro 1 parce qu'il y avait aussi la réputation en fait de choquer à chaque fois au moment important. Maintenant sur la sélection, enfin sur les effectifs. Donc quand on faisait la fameuse question qui est le favori de la numéro 1 le Sénégal qui Ah mais là j'ai donné des exemples, mais on peut regarder ailleurs. 2012, c'est la Côte d'Ivoire qui est favorite, c'est la Zambie qui gagne. 2013, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria qui gagne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, si je suis d'accord sur le fait que c'est pas forcément généralement, c'est pas le pays ultime. Ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. C'est jamais, et encore plus en Afrique, c'est difficile, on va dire, d'avoir le favori, le favori numéro 1 qui gagne la compétition. Après, ça reste pas impossible. Et là, j'ai pas dit que c'est impossible. Moi, j'ai donné ce que je pense. Je peux me tromper. Moi, j'ai pas la science infuse. Oui. De toute façon, on est là pour ça, tu vois. On est là. T'as donné les arguments que je t'ai donné. Tu peux pas dire qu'ils tiennent pas. Ah non.
Non, je pense qu'on va tous être d'accord. C'est-à-dire qu'après, c'est ta manière aussi à voir. C'est une fonction de point de vue. Il y a le tout. Maintenant, dans la CAN, on en a parlé pendant ce débat, il y a aussi le paramètre, on va dire, des extérieurs et le contexte, l'ambiance, l'atmosphère et tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et que là, avec ta démonstration, ça se tient. Il y a toujours un côté cyclique dans cette CAN qui fait que toutes les 20, on va dire à peu près sur des cycles de 20 ans, tu as toujours ce côté équipe qui arrive à remporter et en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, donc qui assoit un peu sa domination pendant la décennie. Et que tu as raison, ça peut être totalement être le cas de la Côte d'Ivoire là pour cette CAN, parce que le Maroc, et excuse-moi Reda, mais c'est vrai, a pas cette expérience-là récente pour pouvoir justement se dire bon bah par exemple on joue les Ivoiriens et on va pas flipper. Bah non, il y aura forcément un peu de crainte parce que ces dernières années, bah il n'y a pas eu les victoires qu'a pu avoir la Côte d'Ivoire. Donc ça peut s'équilibrer et ça s'entend très bien. Maintenant moi je vais être honnête, je vais trancher entre les deux. Moi j'avoue que je vois plus le Maroc aller au bout pour tout ce qu'on a dit, avec le côté soutien populaire qui va être difficile, mais je pense va réussir à les pousser jusqu'au bout, un peu comme en 2023 pour la Côte d'Ivoire qui avait été poussée derrière à partir du moi je trouve ça c'est pas un argument. Après, surtout il y a aussi un... Je vais dire pourquoi c'est pas un argument. Il y a eu le Cameroun qui a organisé à domicile, ils n'ont pas gagné en 2022. Ouais, il y a eu l'Égypte qui a organisé en 2019, ils l'ont pas gagné, ils sont sortis. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'argument du public. Ça donne un tout petit peu plus loin. On a pris 4-0 avant de gagner la CAN. Attends, avant de gagner la CAN, on a pris 4-0 à domicile. Le public, il était là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un facteur X qui est pas négligeable. Le public, ça, c'est un entre guillemets ton 12e, c'est un peu ton 12e homme. Et tu veux pas dire que ça, on va pas dire que c'est un avantage, mais ça fait quand même. Parce que regarde un truc. Regarde les dernières CAN. Ok, t'as raison. Le pays organisateur, il va pas forcément au bout ces dernières années, mais par contre, il fait quasiment tout le temps dernier carré. Il fait très souvent dernier carré. Donc. Non, mais là, on parle du vainqueur. Moi, je t'ai dit, je vois le Maroc minimum final. Moi, je t'ai dit, je vois le Maroc minimum final. Tu vois. Maintenant, moi, je vois la Côte d'Ivoire battre le Maroc en finale. Après, je peux me tromper. Bon, alors là, pour le coup, je vais pas vous mentir, hein, moi, en tant que gars extérieur, un Côte d'Ivoire-Maroc, là, vu comment vous avez l'air d'être chauds tous les deux, moi, franchement, ça me va pas. C'est une bonne affiche, franchement, en finale, c'est une bonne affiche, Côte d'Ivoire-Maroc. Après, si ça arrive, si ça arrive, honnêtement, et ça, je pense que c'est pas négligeable non plus, et je pense qu'on l'a pas notifié pendant le débat, c'est que là, actuellement, au vu du contexte actuel côté Maroc, que ce soit par rapport à t'as l'étiquette un peu de ce qui s'est passé en 2022 à la Coupe du Monde, t'as le choc que t'as eu contre l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, t'arrives à la CAN avec une série d'invincibilité, et en plus de ça, au niveau de tes catégories, que ce soit jeune, le CHAN, tu viens de remporter la Coupe arabe. Tu avais une série d'invincibilité de combien de temps? Je crois que c'est 17 matchs, je crois, sans défaite. Ah ouais. Et du coup, tu arrives avec toutes tes catégories qui ont gagné. Tu as tes U20 qui sont champions du monde. Tu viens remporter la Coupe arabe. En fait, tu arrives avec le statut. Toutes tes catégories inférieures ont remporté un trophée. Et tu es la seule catégorie à n'avoir rien gagné depuis ta dernière. Je peux répondre à ça Je peux répondre à ça vas-y. T'as vu tout ce qui s'est passé dans les autres catégories, ça compte pas. Tu veux que je te dise pourquoi ça compte pas? Parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait et à domicile, ils l'ont pas gagné. Le Nigeria, en 2000, ils ont organisé ces Jeux. Ils venaient de gagner les Jeux Olympiques. Ils ont gagné la Coupe du Monde U17. D'accord? Et en Coupe du Monde, ils sont sortis en 8e de finale. Ils ont organisé à domicile en 2000. Le Cameroun a gagné. Le Ghana, ils ont organisé la CAN en 2008. Ils l'ont perdu. Mais ils ont gagné la Coupe du Monde U20.
en 2009. Ouais. Oui, c'est en U20, ouais, 2009. 2009. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, les catégories jeunes, ça n'impacte pas vraiment les résultats du. Alors, t'as raison. Ça, de l'équipe moi, première. moi, je te parle pas de résultats. Moi, c'est vraiment dans l'état d'esprit C'est ça. où c'est vraiment plus ça. important, où ton équipe, en fait, ça va la galvaniser parce que tu vas te dire, bah, en fait, tout le monde a gagné un trophée et nous, notre dernier trophée, bah, ça remonte à la CAN en 76. C'est ça. C'est Et en plus de ça, t'as ce qui s'est passé en Coupe du Monde. Tu te dis, t'es la seule équipe africaine à avoir fait ça en Coupe du Monde. T'as, entre guillemets, Mais entre-temps, il y a eu une CAN. oui, je sais. Ben justement, la CAN, en fait, si tu regardes bien, parce que là, le match contre l'Afrique du Sud, je l'ai revu en amont de la CAN. Et quand tu regardes vraiment ce qui s'est passé pendant ce match-là, on s'est pas fait dominer. C'était vraiment une série d'erreurs individuelles qui ont fait que, en fait, c'est un craquage, c'est un accident. C'est pas Je peux te vraiment. répondre. Ouais. Je peux te répondre. Je vais repartir sur le fait que le football, c'est cyclique. Attends. C'est bon, Tu rigoles. Il a sorti son bouquin d'histoire. C'est mort ce soir. Attends. C'est mort. Tu rigoles, mais je vais te dire. En 86, vous sortez des poules. Vous battez le Portugal. Vous êtes le premier pays africain à sortir des poules. Mhm. D'accord? Mhm. Badou-Zaki, il était ballon d'or. Ouais. Tu te rappelles de ça? Ah ouais. Mais la CAN 88, à domicile, vous ne l'avez pas gagné. Après, c'est différent parce que c'est un autre, le contexte, il est un peu différent, tu vois, je comprends que c'est la même chose par rapport au fait que voilà, t'es le premier pays à sortir des poules, mais en fait, le contexte, il est différent. C'est Mais pas là, la tu vois même pas, chose. c'est le même contexte. Hakimi, ballon d'or, demi-finaliste de Coupe du Monde, on organise une Coupe du Monde, une CAN. C'est pas le même contexte. L'état de forme de l'équipe, il est différent. Le quoi? L'état de forme de l'équipe actuelle, il est différent. Si tu compares 88 et 2025, là, tu arrives avec une équipe, Ouais. et même sur le papier, c'est pas la même chose. J'entends Non, l'argument du fait que. Ouais, mais regarde, ce le soit papier, cyclique. on a vu que ça compte pas. Vous Ouais, êtes je sorti sais. par l'Afrique du Sud. Ouais, ouais. Donc tu peux pas prendre le papier pour dire. Le Non, papier, je ça te dis compte pas, je te dis pas que le papier, ça te garantit de gagner, mais Ah, mais quand ça- même, ça te donne un. Ouais. Non, moi je t'ai dit, moi je vous vois en finale, d'accord? Mais si vous tombez sur la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'on va vous battre en finale. Moi, honnêtement, je pense que si le Maroc va en finale, il gagne la CAN. Je vois très mal le Maroc perdre en finale. À domicile, etc. Je pense que sur un match en plus, avec tout le contexte, avec tout ce qui se passe autour, etc. Je pense que je vois très mal le Maroc Tu sais perdre. que Regragui, en tant que joueur, il a perdu en CAN avec contre Hermes Faye Ah, Faye, oui, je en sais, ouais. 2006. Ouais. C'est Mais pile après, poil tu 20 compares ans. la génération 2006, c'est pas la même Attends. chose. C'est Ça a rien pile à poil voir. 20 ans. C'est pile poil 20 ans. Ouais. Moi, Ouais, je t'ai mais dit attends, l'argument historique. Moi, l'argument historique, j'ai du mal. Et la génération de 2006, c'est Ouais. pas la même chose. Non, il faut- Ça n'a rien à il faut voir. honnête. Entre la génération 2006 de la Côte d'Ivoire et celle du Je suis Maroc, d'accord avec arrête, le fait. ouais, Je suis d'accord pour le sur coup, le y a fait pas que de- voilà, l'histoire elle est belle. L'histoire elle est belle. Ça fait 20 ans et même par rapport au storytelling, ça serait beau de voir Regragui contre Emers Faé en finale. Mais la génération 2006 et la génération 2025, c'est incomparable. C'est pas Ouais. la même chose. Non, là, Caissier, sa première CAN. On était en Attends. fin de cycle à ce moment-là. Il y avait les Aéris, etc. qui étaient sur la fin. Ouais, mais moi, je crois pas au hasard. Regarde, Caissier, sa première CAN, U17, il la gagne au Maroc, en battant le Maroc, étant capitaine. Et il y avait qui en face, à ton avis? En Il y avait qui 2017. comme joueur? Non, en 2013. En 2013, les U17 marocains. Ouais. Il y avait Sofiane Amrabat. Ouais, mais Sofiane Amrabat, il était. Mais attends, le Sofiane Amrabat, c'est pas le Sofiane Amrabat de 2013, c'est pas le Sofiane Amrabat d'aujourd'hui. C'est que Oui, Sofiane, Mais je te parle dans le storytelling. à ce moment-là, Sofiane Amrabat, il jouait pas en 6. Amrabat, il jouait latéral à ce moment-là. Je te parle dans le storytelling. Ouais, ouais. Oui, non, oui. En fait, là, il te parle juste dans le storytelling.
dans l'idée. En gros, ce qu'il essaie de te dire, c'est qu'il a bien bossé son sujet. Il a vu qu'en fait, la Côte d'Ivoire, en fait, par plein de calculs et par plein de constatations que tu as fait, hein, franchement, qui s'entendent totalement et qui se justifient sans aucun problème. C'est juste que, voilà, comme l'a dit Reda, lui, il va avoir peut-être une autre approche, on va dire peut-être. Moi, c'est plus factuel. Du vainqueur et plus factuel. Peut-être qu'aussi, il est peut-être plus jeune. Je pense qu'il y a un petit écart aussi d'âge entre vous deux, peut-être, qui fait que, peut-être toi, Chris, tu as peut-être, on va dire, une autre approche parce que tu en as vu peut-être plus des CAN et que ça t'a. Voilà, tu as connu la génération peut-être de. Reda, tu regardes la CAN depuis quand? C'est quoi ta première CAN que tu as regardée? C'était 2000. C'était la CAN en Tunisie. 2004. 2004. 2004. Ouais. 2004. Ok. Voilà, donc c'est ça. Et quoi, toi, c'est quoi ta première CAN Après, ça change pas que le fait que les précédentes CAN, je les ai vues quand même. 2000. 2000. Ouais. Ok, donc 98, je me rappelle plus trop, mais 2000, je m'en rappelle bien. 2000, c'est Cameroun. 2000, c'est Cameroun. Ouais. Cameroun, ils battent le Nigeria à domicile. Il y a 2 buts partout, ils vont au tir au but. Bon, pour toi, c'est qui? Ah. Qui va où? Est-ce que c'est le Maroc? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est le Sénégal? Est-ce que c'est l'Égypte? L'Algérie? Moi, je t'ai dit Maroc, Sénégal favori. Ouais. J'aurais le vice de penser que ce serait bien que l'Égypte gagne quand même. Waouh, non, mais là, c'est mon petit pari. Bon, après, je pense que si tu veux véritablement faire mal au petit cœur des Marocains, là, tu leur expliques que c'est l'Algérie qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations, et là, ils s'en remettent plus du tout. Là, ils s'en oui, ils vont me dire jamais de la vie, ils vont m'insulter sur les réseaux. Non. Non, mais ni toi, non, parce que même moi aussi. Là, je te le dis, si l'Algérie vient aller gagner la CAN au Maroc, je sais pas si les Marocains s'en remettront. Vraiment, je sais pas si. Le truc, c'est que je n'imagine pas. Je suis en train de me dire comment ça se passe, les Algériens. Déjà, les Algériens en demi-finale à la CAN au Maroc. Je pense que là, on est sur un scénario. Non, mais là, on a une troisième guerre mondiale qui débute. Là, autant se dire que là, si on a. Ah non! Mais tu connais les Algériens. Quand ils sont en phase positive comme ça, ils font plus la guerre. Tu vois, ils sont justes, ils sont joyeux. Par contre, les autres, je sais pas. J'ai hâte de voir un match entre l'Algérie et le Maroc où vraiment, ils sont juste bonne ambiance et avec. Non. Moi, je te dis, les Algériens, quand ils sont dans une phase positive, ils sont tellement arrogants qu'ils vont même pas chercher la bagarre. Ils disent, on se bat pas avec vous, on a un demi-finale chez vous. Ouais, et ça se trouve, vous n'êtes plus là. Ouais. Ça peut nous laisser des bons moments. Donc, non, là, voilà. Pour toi, qui va au bout? Allez, faut se positionner là, maintenant, tout de suite. Là, moi, je t'ai dit Égypte. L'Égypte va au bout. Égypte pour toi? Ok. Écoute, ouais. Est-ce que le Sénégal qui gagne pas, c'est un flop? Non, parce que on vient de le dire, il y a quand même l'organisateur qui est le Maroc, peut-être le meilleur effectif, c'est le Maroc. Donc, franchement, et puis les Sénégalais, on en a déjà parlé, ils n'ont pas une culture, on va dire, de winner. Ils n'ont pas une culture de gagnant. Donc, s'ils venaient à passer à côté, non, après tout dépend du flop. S'ils font comment? Parce que moi j'ai quand même le sentiment que avoir les joueurs qui jouent à Aston Villa, Monaco, Chelsea, Bayern, j'ai l'impression qu'ils se créent une espèce d'arrogance quand même, comme quoi ils sont le meilleur effectif d'Afrique. Je les ai connus plus humbles. Après, c'est un peu le charme de la CAN, tu vois, quand t'as une équipe qui est un peu, à la dernière CAN, ils étaient déjà un peu favoris, tu vois. Et non, on va être très clair. La dernière CAN, ils étaient le principal favori parce que voilà, il y a 2022 en Coupe du Monde, il faut une bonne Coupe du Monde, même si elle est moins forte que celle du Maroc. Mais par contre, ils remportent l'édition d'avant. Et tu te dis enfin, peut-être que là, le Sénégal qui est passé trop de fois à côté, bon ça y est, ils ont eu leur déclic mental. Ça y est, maintenant ils vont peut-être enchaîner. Et tu vois bien. CAN suivante, 8e de finale, match compliqué chez le voisin ivoirien. Bon voilà, on va pas revenir sur le match, mais ils l'ont perdu tout seul.
Donc, est-ce que là, comme tous les adversaires de la Côte d'Ivoire. Et donc là, est-ce que les voir perdre là dans cette CAN là, on va dire assez tôt, enfin perdre cette CAN, est-ce que ça serait un flop? Bah, vu ce qu'on vient de dire, je sais pas quoi. Je sais pas. Maintenant, si ça sort tôt, oui, là, ça sera véritablement un flop. Si ça sort si ça sautait en quart la dernière fois. Donc, même pas huitième. Huitième. Le huitième contre la Côte d'Ivoire. Ah oui, ils ont pas eu de bol, ouais, ils ont pas eu de bol, ouais, c'est vrai. Donc, oui, mais tu peux te dire aussi que jouer cette Côte d'Ivoire-là, à ce moment-là, je parle bien précisément, qui venait de changer le coach, qui était dans un état, enfin, ouais. Sauvé par le Cameroun et l'Algérie. Voilà, sauvé par le Cameroun et l'Algérie, alors que normalement, ils y étaient même pas. Même pas, c'est le Maroc, non? C'est pas le Maroc qui les. Ah non, t'as raison, c'est. Je sais plus. Je crois que oui, non, mais en fait, t'as raison aussi. L'élimination de l'Algérie aussi par ricochet qualifiait aussi la Côte d'Ivoire. Donc bon, en tout cas, t'as mis ta pièce, t'as dit l'Égypte. Égypte pour toi. Écoute, moi je suis entre les deux. Parce que à cause de la culture, parce que Pyramide FC est revenu au sommet du foot africain et c'est encore un club de chez eux. Ouais. Non, mais ça moi j'ai des doutes sur l'Égypte. On a parlé à plein de moments. Moi j'ai des doutes sur l'Égypte, mais pourquoi pas, hein, ça peut s'entendre. Donc toi, c'est quand même un vainqueur un peu surprise, Égypte pour toi. Oui, c'est un vainqueur surprise, mais qui a une culture de. Par contre, c'est une équipe, c'est un pays qui a une culture de la gagne en club. Bon, après, on a déjà discuté de ça. Moi, je t'ai dit, la santé du foot africain, pour moi, c'est les clubs. C'est les clubs qui fonctionnent bien. Même si on a l'option binationale maintenant et les clubs marocains qui font un peu des deux parce que le WAC avait gagné il n'y a pas si longtemps. Mais j'ai l'impression que le foot marocain a encore accentué ce côté après le mondial 2022 d'aller chercher les pépites binationales que d'insister sur le foot local, même s'ils le font quand même, ils posent bien entre les deux. Il y a un mix entre les deux, entre les meilleurs binationaux qu'on pourra aller voir et en même temps former nos joueurs. Et on le voit bien dans les compétitions de jeunes, les Marocains, ils sont particulièrement et même chez les femmes, tu vois, c'est pour dire, même chez les féminines, ça pose bien. Et moi, je vais te dire, pour moi, le vainqueur, ça sera le vainqueur entre le Maroc et la RDC. Je reste avec mon pronostic, la RDC qui va en finale. Le fameux retour de Chancel Mbemba contre les Marocains. La justice. Évidemment. Et pour moi, c'est les Marocains qui vont au bout. Donc qui vont la se lever, oui. Ils le font. Malgré ce qu'on a pu dire, les doutes, tout ça. Je pense avec un but d'Hakimi, c'est ça? Ouais. Écoute, Hakimi, tant qu'il porte le maillot du Maroc, il me dérange pas. Ouais, y a pas de problème. Non, quand je dis but d'Hakimi, c'est pour ceux qui voulaient qu'il soit classé top 2 Ballon d'Or, tu vois, limite top 1. Ouais, alors par contre, en 2025, Hakimi en 2026. On va se calmer les mecs, ça va faire un peu trop. De toute façon, le prochain Ballon d'Or, on est son nom, hein, il fait des tournées médiatiques, on aurait dit qu'il a gagné le championnat de Jupiter, là. C'est le mec qui gagne la MLS, là. Ah, le petit Argentin? Ouais. On va pas aller plus loin. Bon, ok. Bon, merci à toi d'avoir participé à ces petits pronostics. Alors, pour ton info, hein, on va les faire aussi avec Reda et Chris. Donc, on va confronter ça. Et puis, comme je l'ai dit, on verra à la fin de la CAN qui était le plus proche. Je pense que ça peut être assez rigolo. Bon, là, je veux pas te cacher, hein, Reda, mais là, on va juste terminer par le quiz. Vu comment il a l'air d'être chaud bouillant, tu vas pas partir gagnant. Tu vas pas partir gagnant pour ce quiz. Bon, alors, je vous explique, il y a 10 questions. C'est sur les 3 dernières CAN, donc ça va. Pour le coup, je pars pas sur des trucs complètement improbables. Mais voilà, il y a 10 questions. Donc, c'est parti. Je vais vous poser la première question. Donc, je vous pose la question. Quel était le meilleur buteur de la CAN 2021? 2021, c'était au Cameroun, c'est ça? 2021, le meilleur joueur, c'était Mané. Meilleur buteur. Le meilleur buteur de la CAN à la CAN 2021.
Ah, je sais pas le souvenir. Wow. Il a marqué 8 buts. 8 buts en plus. 8 buts. 8. Attaquant qui ne l'a fait Ah, pas. c'est Aboubakar. C'est pas Mohamed Salah? Ah, c'est Aboubacar. Aboubakar. Vincent Aboubakar à 8 buts. Fallait la trouver celle-là. Aboubakar. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez la finale de la 3e place en 2019? Nigeria, C'est Tunisie. Nigeria, Tunisie, ouais. Ah, il a été plus rapide, Chris. Mais tu l'avais, Reda. T'étais là. J'ai hésité sur la Tunisie. Alors, qui était le meilleur buteur de la CAN 2023? Sébastien Haller. Non, c'était Non. le Guinée équatoriale. Là. Enfin, comment ça s'appelle? Ah, c'est je sais pas quoi, là. Nsoué. Nsoué, ouais. Nsoué. Nsoué. Ouais, exactement. Emiliano Nsoué. Qui était le meilleur buteur de la CAN en 2019? C'est pas Bounedjah? Non, c'est un Nigérian. Putain, j'ai oublié son nom. Oui, c'est un Nigérian. Comment il s'appelle le numéro 9 là? Même il devait aller à Manchester. Putain, j'ai oublié Oui, son nom. exact. Solide. Numéro 9. J'ai oublié son nom, je te jure. C'est un Nigérian, il devait signer à Manchester United. Je le suivais. Mais j'ai Je oublié me son demande nom. même s'il n'a pas joué à Manchester United. Il n'a pas joué à Manchester? Non, Un Nigérian, numéro 9. ouais, c'est un numéro 9. Il est clair de peau. Je vois son physique et tout, mais j'ai oublié son nom. Bon, bah, si vous ne l'avez pas, je vous le donne. Il s'appelle Odion Igalo. Igalo. Ah, je l'avais pas, moi. Igalo. Pendant la CAN 2023, il y a eu un seul penalty qui a été arrêté dans le temps réglementaire dans cette CAN. Est-ce que vous avez le gardien qui a arrêté le seul péno de la CAN 2023? C'est Fofana. le Afrique du Sud. Fofana. Non, parce que Ronwen Williams, il les a tous arrêtés, ces pénaltys, en séance de tir au but. Donc là, je parle en match. En C'est match, il n'y Fofana. a qu'un seul pénalty arrêté en 2023. Fofana. Contre le Mali. Il est là. Il est solide. Yaya Fofana contre le Mali. Exactement. C'est le seul penalty arrêté de la CAN 2023. En 2021, pendant la finale Sénégal-Égypte, le Sénégal a loupé un penalty. Ouais. Qui est le joueur qui a loupé ce penalty? Ah, Mané. attends. Mané. Non. C'est un défenseur. Le même année. C'est un défenseur. Pendant le match? Non, Non, pendant non. la séance de tir au but. Pendant la séance de tir au but. Ah, pendant ça. Pendant la séance de tir au but. Non, pendant la séance de tir au but. C'est un défenseur? Oui. J'ai oublié son nom, je l'ai. Diallo En Ligue 1. Non, Diallo c'est pas Diallo. Diallo, il le met, lui. C'est putain. Il jouait en Ligue 1. Il a joué en Ligue 1, ouais. Il a joué dans un club que je connais beaucoup. Putain, leur C'est défense centrale, c'était quoi? T'avais c'est Diallo. c'est pas non, c'est pas Cheikh. Comment il T'avais s'appelle? Diallo. T'avais Koulibaly. Je replace, juste. C'est l'OM. Juste. À Marseille. À Marseille? Un Sénégalais à Marseille, défenseur. Défenseur central. Non. C'est un latéral. Oui. Ah. Putain, je vois c'est qui. C'était sa première canne. Ouais. J'ai sa tête, mais j'ai pas son nom. C'était sa première canne. Il voulait jouer pour l'équipe de France. Putain, j'ai oublié le nom des joueurs. Il a marqué même en phase de poule. Allez, je vais vous donner le club après l'OM, vous allez le trouver. Il a signé au Bayern Munich. Si, je vois c'est qui. C'est putain. Latéral droit. Oui. Et Mais j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom aussi. J'ai sa tête là. Bounassar. Putain. C'était Bounassar, les copains. C'était Bounassar. Qui était le meilleur passeur de la CAN 2019? Benasser. Ex aequo avec Tessier.
Ah, putain, non, là, vas-y, laisse Il tomber. est trop rodé. Mais t'as fait le quiz avec moi ou quoi? C'est pas possible. T'as vu le caméra, Non, je fais beaucoup les cannes, t'inquiète. Ah ouais, je vois ça. Alors, combien de tirs au but Ronwen Williams, il a arrêté pendant toute la CAN 2023? Donc là, on parle Toute juste la des CAN. tirs au but. Combien de pénalty il a arrêté pendant les tirs au but? Exactement. Il en a arrêté combien? Attends, ils sont allés 2 fois au tir au but, non? Ou 3 fois. 6, je crois. Trois fois. 6. Ils sont allés 3 fois? Ouais, Nigeria, Nigeria, Angola. il y en a pour la troisième Nigeria, place, Angola et et RDC. RDC, ouais. Ah non, là, je pourrais pas te dire. Waouh. Donc il en a fait. Non, mais Reda a répondu 6. Il en a arrêté 6. Putain, c'est énorme. Et là, je parle même Et il a pas fini de meilleur ceux qui ont gardien. été ratés à côté, tu vois. Là, je parle juste de vraiment arrêter. Il en a arrêté 6. Ah non, c'est énorme. complètement dingue. Waouh. Mais il est dans l'équipe type. Quelle équipe? Ouais, il a fini meilleur gardien de la Ah ouais, CAN. c'est sûr. Ah ouais, il est meilleur gardien. Quelle équipe finit quelle équipe finit 3e de la CAN 2021? Bah, Cameroun. Ok. Cameroun contre le Burkina, là. Il y avait, je crois, 3-0. Après, ils sont remontés. 3-0, Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié ce match. 3-3 et ça se termine. Bon, je vais vous poser l'avant-dernière question. Rai. Bon, je vais faire comme ça. Je vais le faire différemment. Raïs Mboli. Ouais. Il a fait une particularité. Il a eu un truc particulier. Il a réalisé plusieurs clean sheets en 2019, pendant la CAN 2019. Il en a réalisé combien? Clean sheet. Bah, Combien de clean sheets pour Mboli en 3. 2019? 4. Bah, il y a eu le 5. le Kenya. Ils ont marqué le. Ouais. 5 clean sheets. Le Nigeria, la finale, non. Il y a par contre contre le Nigeria. Contre le Nigeria, il prend un but. Non, Nigeria, ils ont marqué. Il y a eu 1-1. Il y avait 1-1. Ah ouais, Il y a eu Et après, 2-1. du coup, 2-1. il fait ça. Voilà. Donc, contre le Nigeria, il compte pas. Ouais. En fait, je te disais ça. La finale, il y a eu 1-0. Au final, il y a eu 1-0. Après, là, j'étais prendre la stat, j'étais la vérifier. Donc là, j'ai pas tous les matchs. Ah, mais je crois qu'ils prennent pas de but pendant les Phase de poule. phases Ah non, de il poule. fait ça. Moi, j'ai comme stat 5 clean sheets. Donc, Attends, il y avait 3 matchs de phase de poule et les 2 matchs Guinée et la finale. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, c'était une équipe solide, l'Algérie 2019. C'était pas une équipe extrêmement forte offensivement, mais qui était surtout solide. Ouais. Et alors, je vais vous poser dans cette finale 2019, qui était le capitaine du Sénégal? 2019? Khalidou Koulibaly. 2019. Koulibaly. Non, Mané. non plus. En 2019. Mendy. Ouais. Non plus Diallo. C'est Mendy. Le capitaine. Pas C'était Mendy. pas Koulibaly. non plus. Pas Koulibaly. Un défenseur central. Bah, la défense centrale, c'était Diallo et Koulibaly. En 2019, non. Ouais. C'est pas Diallo, en tout cas, en défense centrale, je l'ai pas. Ah, c'est l'autre de Crystal Palace, là. Ah, oui. Défenseur central. Mais c'est un milieu de terrain, lui, hein. Ouais, mais pour la finale, il Kouyaté. Kouyaté. Exactement. Chez Kouyaté. Mais c'est pas un défenseur central, lui. C'est un milieu de terrain. 6. Il joue 6. Ouais, mais sur ce match-là, il joue défense centrale. Ah ouais, ok. Enfin, après, attends, je suis très honnête, sur la compo, il était aligné en défense centrale. Donc après, je me suis pas refait c'est le pour match. ça m'a troublé, en fait. Tu m'aurais dit milieu de terrain, j'aurais trouvé direct. Bah, en tout cas, bon, Reda, heureusement qu'il y a eu Ronwen Williams, parce que sinon, ça ressemble à une bulle. Hein. Ah bah ouais. Une bulle. Mais là, en même temps, on a découvert. On a découvert que Chris, sur la CAN et sur l'historique de la CAN, va pas le chauffer. Hein. Va pas le chauffer parce que le gars est très, 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 très présent. Vraiment très, très présent. Mais bon, écoute, là, je crois que c'est 9-1. Il y avait 9 questions.
heureusement, encore une fois, qu'il y avait Ron Williams. Ouais.